Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrailleur pour cette review numéro 40 qui va être consacrée au passage en revue de 7 figurines que vous avez à l'arrière-plan, à savoir le Hades EX version Bandai Tamashii Nation, que je vous comparerai avec cette version qui est celle de la Bandai classique qui était sortie en 2011. Alors c'est une review qui s'annonce tout à fait exceptionnelle à plus d'un titre, d'abord parce que c'est la review numéro 40, donc on a un chiffre rond, et puis surtout parce que cette figurine, eh bien sur le papier, elle nous promet des innovations, donc ça va être l'occasion pour nous, lors de cette review, de vérifier si les faits sont à la hauteur des promesses. Alors cette version de Hades EX, je l'attendais vraiment avec impatience, si bien qu'au bout d'un moment, j'ai pas réussi à tenir et j'ai finalement décidé de la faire venir en import. À ce propos, je tiens à remercier la boutique hobbygenki.com, alors hobby-genki.com, qui a géré cette commande de façon parfaite du début à la fin. Le colis était bien emballé, ce qui n'était pas évident pour un truc pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Surtout l'envoi a été rapide et j'ai reçu le colis en très bon état, donc impeccable, je recommande bien entendu cette boutique. Ceci étant dit, je vais essayer d'être le plus concis possible sur les choses un peu administratives pour consacrer le plus de temps à ce qui, à mon avis, vous amène vers cette vidéo, à savoir le nouveau système d'articulation utilisé par Bandai sur cette figurine EX. Allez, c'est parti les amis. Allez, on commence tout de suite, comme d'habitude, par les packaging et les tarifs. Donc la première figurine, celle que vous avez au premier plan, est donc la version classique. Celle-ci est sortie en 2011, c'est indiqué ici. C'est une figurine qui vous coûtera dans les 80 €, avec des prix s'échelonnant entre 70 et 110 €, on va dire. Une figurine qui coûtait à un moment beaucoup plus cher que ça, mais je pense que l'arrivée de cette version EX a fait sans doute chuter un peu les prix. Donc c'est une figurine qui sera sans doute plus abordable pour les budgets serrés, puisque la figurine que vous avez à l'arrière-plan, donc la version EX, eh bien, est sortie en décembre 2020 au Japon, donc c'est une figurine que j'ai acquise un tout petit peu après cela. Cette figurine eh bien, était annoncée en préco en Europe à des prix moyens de 170 €. Donc 170 € c'était le prix préco moyen en Europe. Maintenant, faut pas se leurrer, c'est une figurine qui n'est pas tirée à énormément d'exemplaires, donc ce qui veut dire que sa cote risque de flamber. Autrement dit, si vous êtes intéressé par cette figurine, eh bien, a priori, je vous conseillerais de ne pas trop tarder pour la commander. Alors comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai dû superposer les deux packaging, vu la taille de ce packaging de la version EX, qui est énorme, donc je ne vais pas pouvoir faire comme d'habitude, c'est-à-dire décrire de concert les deux boîtes, je vais devoir faire l'une après l'autre, et donc je vais commencer par la version classique. Alors le packaging de la version classique était déjà un peu hors norme, puisque vous voyez qu'il est un petit peu plus large que la moyenne. En fait, il suivait un peu le gabarit des versions V4, qui étaient sorties un tout petit peu avant lui, et la raison en est qu'il fallait bien réussir à caser ces ailes-là qui prennent énormément de place. Pour ce qui est des teintes et des couleurs qui ont été choisies, eh bien moi personnellement je suis moyennement fan de cette boîte, je trouve que les couleurs sont assez ternes. Alors c'est sûr, on a le dieu de la mort et de l'enfer, donc forcément on va pas avoir les couleurs de l'arc-en-ciel, mais je trouve que les couleurs qui ont été choisies, vous voyez un peu le globi-boulga de couleurs un peu ternes ici en arrière-plan, aurait pu être dans la sobriété tout en étant un tout petit peu plus colorée et vive. Alors pour ce qui est des choix faits pour l'organisation de ce recto, eh bien on a quelque chose d'assez classique, même si je trouve un peu chargé. On a comme d'habitude le personnage en vision d'ensemble, alors ici en position neutre. Remarquez qu'il a le casque dans sa main gauche, qui est une configuration que vous ne retrouverez pas dans l'anime, mais que vous retrouvez dans le manga. Vous avez justement à sa droite le personnage donc, issu de l'anime, là aussi en position totalement neutre. Et vous avez à l'arrière-plan une visualisation du totem. Donc je trouve que la superposition de ces trois éléments charge un petit peu la boîte. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose d'un peu plus lisible que cela. Vous avez aussi, comme d'habitude, le logo Bandai qui était ici encore en rouge, le petit sticker Toei, donc ici qui signale une version hongkongaise, et les logos habituels donc de Saint Seiya et ici du chapitre Elysion de Hades. Donc voilà pour ce qui est de ce recto de la boîte version classique. Vous avez ensuite sur les tranches, comme à l'habitude, la représentation du totem sur les deux tranches. Sur le dessus de la boîte, rien à déclarer, juste ce qui pourrait s'assimiler au logo de la Pandora Box, entre guillemets. Et puis en dessous, les habituelles mentions légales. Vous avez au verso ce qui était la mode à l'époque, c'est-à-dire un duo, avec le personnage donc, qui évolue dans ce duo. Je trouve que là aussi, c'est un peu terne. On a un personnage qui sort donc du château du palais d'Hadès, comme dans l'animé, mais tout l'environnement qui est autour, je trouve que c'est
est un peu trop sombre, en tout cas beaucoup plus sombre que dans l'anime. Vous avez aussi la représentation ici du personnage donc en position d'attaque, au moment où il va asséner des coups d'épée donc à Seiya notamment, mais aussi à Iki. Il a à ce moment-là une sorte d'aura. Alors dans l'anime, c'est plutôt une aura rouge presque rosée. Ici, on a une aura qui est rouge presque orangée, donc on n'est pas totalement dans la fidélité. On a aussi les différentes configurations de visage qui sont données. Remarquez que ce personnage donc, bénéficie de 2 visages uniquement. Vous avez aussi la configuration casquée qui est montrée. Et puis, il y avait également dans cette boîte un petit bonus qui était la tête de Seiya avec le plastron qui était troué, donc qui fait référence bien sûr à la scène où Hadès pourfend le plastron de Seiya, ce qui mène donc à sa pseudo-mort qui aurait été invalidée par le film du Tenkai et aussi par Next Dimension. On avait aussi donc pour cette boîte, comme pour toutes les versions classiques, la possibilité de l'ouvrir en deux, comme ceci, et donc ça laissait apparaître le personnage avec les pièces d'armure. Donc voilà pour ce qui est de ce packaging de la version classique. On passe tout de suite à la version EX. Alors en ce qui concerne le packaging de cette version EX, eh bien la première chose à dire c'est qu'il est évidemment hors norme du point de vue de sa taille, ce que personnellement j'aime pas trop. Je pense surtout aux pauvres vendeurs qui vont devoir expédier cette figurine et qui vont soit avoir recours à des cartons un peu custom qu'ils vont devoir réaliser, soit ils vont devoir utiliser des cartons qui soient beaucoup plus hauts et beaucoup plus profonds que ce qu'est cette boîte, et du coup qui vont nécessiter plus de rembourrage, donc plus de coûts d'envoi pour eux. Si tant est qu'ils ne le répercutent pas sur leurs clients, eh bien forcément ça rognera sur leur marge, donc ça c'est pas terrible. Du point de vue du collectionneur, des collectionneurs que nous sommes, eh ben, c'est aussi plus difficile de stocker ce genre de boîte. Et puis d'un point de vue totalement pratique, vous avez intérêt d'être présent quand le facteur va se présenter pour vous livrer votre colis, parce que sinon eh bien, il pourra décemment pas le mettre dans votre boîte aux lettres, et donc vous serez quitte à devoir faire un aller-retour à la poste pour récupérer votre colis, ce qui est toujours un peu ennuyeux. Maintenant, qui dit packaging hors norme, dit aussi beaucoup de place pour Bandai pour mettre les éléments qu'il a à mettre, donc il ne s'en est pas privé. L'idée c'est aussi de faire une sorte de rupture avec le côté un peu cheap qu'il y avait sur la boîte de la classique. Pour cela, ben, vous voyez que les couleurs qui sont utilisées sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus intenses que celles que l'on avait sur la boîte précédente. Vous avez notamment les noirs qui sont plus intenses. Vous avez aussi présence d'éléments qui ajoutent beaucoup de cachet à cette boîte, et ces éléments, eh bien, vous voyez que c'est ici donc le logo habituel des Midcloth version EX, qui cette fois-ci donc est argenté, et aussi qui laisse apparaître une sorte de relief que l'on ressent quand on passe le doigt dessus. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, alors que le reste de la boîte est lisse, sauf donc sur ce logo-là, également sur le nouveau logo ici, donc cette nouvelle mention EX Metal, qui signale cette nouvelle gamme de figurines, qui aura donc des articulations métalliques, que je vous décrirai juste après. Vous avez aussi donc ce genre de relief sur les petites enluminures que vous avez dans les coins de la boîte. Donc ça ajoute vraiment un certain cachet à cette boîte. Vous avez également les logos habituels ici, donc les deux logos de Tamashii Quality, le logo Bandai ici qui est en bleu par rapport à tout à l'heure où il était en rouge, et puis ici le sticker Toei qui signale une version japonaise. Mention est faite également du fait que cette figurine est extraite donc de Saint Seiya et chapitre Hadès Elysion. Pour ce qui est maintenant des éléments visuels de ce recto, eh bien, on a d'abord un arrière-plan qui, pour le fan du Seigneur des Anneaux que je suis, fait plus penser au Mordor, personnellement, que à Elysion. Je veux dire, Elysion, normalement, c'est quelque chose de très clair, de très coloré, avec des fleurs. Là, vous voyez qu'on n'y est pas du tout, on est vraiment dans quelque chose de très sombre, avec presque des montagnes enneigées à l'arrière-plan. Alors certes, on peut discerner le château de Hadès, mais c'est peut-être le seul élément qui est commun avec l'anime et le manga, en ce qui concerne l'arrière-plan. Pour ce qui est donc du premier plan, eh bien, on a comme tout à l'heure le personnage en vue d'ensemble. Remarquez qu'il a exactement la même position que tout à l'heure, avec le casque encore une fois à la main, donc a priori on suit plutôt le manga. D'ailleurs, ça me fait penser que pourquoi l'anime a décidé de ne pas lui mettre le casque à la main, eh bien, somme toute, c'est une question de logique, parce que quand vous lisez le manga, eh bien, vous avez donc Hadès qui se réveille, donc il y a le casque à la main donc dans la main gauche, et l'épée dans la main droite, et puis à un moment, et bien, comme par magie, donc d'une case à l'autre, le casque disparaît, et de la main, alors je sais plus si c'est de la main gauche ou de la main droite, mais peu importe, d'une main il tient le glaive, et de l'autre main il tient le fourreau, et le casque, eh bien, il s'est fait la malle.
Donc devant cette incohérence, je pense que les gens en charge de l'adaptation animée ont dû se dire que le casque, il fallait bien le mettre quelque part au bout d'un moment. Eh bien, la solution la plus simple, c'était évidemment de l'éliminer du départ. Bon, ça c'est juste pour l'anecdote, mais au niveau du personnage, eh bien, il est représenté de la même façon. Remarquez aussi qu'ils se sont cette fois-ci un peu affranchis du fait que la figurine est un peu trop grande, puisque vous voyez que les ailes sont un peu coupées, mais qu'elles continuent sur la tranche du dessus. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie gauche. Pour ce qui est de la partie droite, eh bien, vous avez aussi une image que vous ne retrouverez pas dans l'animé, puisqu'il s'agit du personnage casqué, donc ici avec un air très grave. Bon, pourquoi le choix de le mettre casqué? Je pense encore une fois que c'est pour ajouter un côté un peu noble. On a un personnage qui est armé jusqu'à la tête, donc casqué, prêt à aller au combat avec un air grave. Donc tout ça donne un côté très adulte à cette boîte, hein, que l'on avait beaucoup moins sur la boîte précédente. Donc voilà pour ce qui est de ce recto. Pour ce qui est du dessus de la boîte, eh bien, vous retrouvez cet arrière-plan que l'on avait au recto, donc vous pouvez vraiment discerner ici les montagnes que je décrivais tout à l'heure. Donc c'est ce que je disais, on a plus du Mordor que de l'Elysion. Hein. Enfin, en tout cas, moi c'est mon ressenti. Sur le dessous, eh bien, vous avez comme d'habitude les mentions légales, vous avez le personnage cette fois-ci en position d'attaque. Remarquez que c'est une position qu'on voit X fois dans l'OAV, mais ça je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler lors du montage. Sur les tranches, alors ça va être compliqué parce que j'ai pas énormément de recul, mais vous avez le totem donc sur une des tranches, et puis sur l'autre tranche vous avez le personnage simplement, donc encore une fois en pied, avec le glaive dans une main et le fourreau dans l'autre. Donc position que l'on a à un moment dans l'animé, mais également dans le manga. Pour ce qui est de l'arrière de la boîte, alors c'est un arrière de boîte qui prend des tons qui sont un peu différents du recto, je trouve. Moi, l'impression que j'en ai comme ça, c'est qu'on a un aspect un peu gothique sur l'arrière de cette boîte. Et ça, c'est rendu par le fait que, bon, d'abord, on a forcément du noir, des couleurs foncées, mais on a aussi des rouges très foncés, des rouges sang, et qu'on retrouve notamment sur cette cape qui fait presque un peu l'effet d'un manteau qui vient s'enrouler autour de la figurine. Il y a un petit côté conte Dracula hein, qui émane de cet Hadès. Enfin, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'en ai. Donc ça, ce sont les codes de couleurs qu'utilise Bandai pour ce verso. Ensuite, est fait mention des différentes configurations de visage ici. Donc vous avez bien entendu plus de configurations de visage qu'avec la classique tout à l'heure. Mais encore une fois, les visages les comparerai ensuite. Le totem qui apparaît, le personnage donc en position de semi-attaque, on va dire, donc prêt à pourfendre Seiya de son glaive. Le personnage ici, donc avec le glaive à la main, donc comme j'ai dit, avec un côté comte Dracula. Et enfin, donc cette position qui est un peu emblématique dans la série au moment où Hadès décide d'enlever son épée de son fourreau. Voilà donc pour ce qui est du verso. Remarquez qu'il y a aussi mention là du fait qu'il s'agit d'une figurine EX Metal. Donc voilà pour ce que je devais vous dire concernant le packaging de cette version EX. Maintenant, eh bien, on va passer à ceux qui nous intéressent tous, à savoir les contenus. Alors, les blisters de la classique. Qui dit figurine hors norme dit procédure hors norme. Donc vous voyez que ici, une fois n'est pas coutume, j'ai démonté totalement la figurine classique pour la replacer dans ces blisters, pour qu'on ait une meilleure visualisation des éléments qui étaient présents du départ par rapport à ceux maintenant qui sont dans la boîte EX. Donc on va passer ça en revue et puis ensuite la remontrer pour faire le comparatif avec la figurine une fois montée. Sur donc cette version classique, eh bien, nous avions première chose, une cape avec un tissu de pas trop bonne qualité. Alors remarquez que je n'ai pas dit mauvaise qualité cette fois, j'ai dit pas trop bonne, tout simplement parce que le tissu qui était utilisé pour cette cape spécifiquement était un tout petit peu meilleur que celui que l'on avait sur les capes des Gold classiques par exemple. Donc ça c'était plutôt positif. Maintenant le fail c'était que, bien vous voyez que cette cape elle est noire alors que normalement la cape de Hadès est rouge. Bon, voilà, donc ça c'est pour la cape que je n'ai personnellement jamais utilisé. Ensuite, pour ce qui est des blisters, on avait donc ce premier blister principal, donc qui faisait apparaître le personnage ainsi que toutes ses pièces d'armure, à l'exception des ailes que l'on va retrouver sur le blister d'après. Donc vous voyez que sur cette figurine, nous avions, et c'est à noter, 2 protège-mains donc par main, autrement dit 4 protège-mains au total, donc ça c'était plutôt bien. On avait également 2 cols ici que vous voyez,
un qui était destiné au totem, donc à l'objet, et un qui était destiné au personnage. Donc il s'agira de voir si on a aussi ces deux configurations sur la version UX, sachant que la fidélité va à ce col-là, donc il ne serait pas a priori anormal qu'on ait plus ce col-là sur la version UX. Donc voilà pour ce qui est de ce blister-là. Vous avez aussi une petite pièce ici, hein, qui est trouée, qui va permettre d'accueillir la tige du support de la figurine, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà pour ce premier blister. Pour le deuxième blister, eh bien, il laisse apparaître les pièces qui permettent de former l'objet, et également quelques petits éléments bonus, ainsi que les épées. Alors les épées entre guillemets, puisque vous voyez que comme ça on a l'impression qu'il y a deux épées, donc une épée qui est présente dans un fourreau et l'autre qui est à nu. Donc là, l'épée qui est à nu, eh bien, je vais vous la montrer, je vais essayer de la dégager, voilà. Donc l'épée qui est à nu, elle est pas mal réussie, hein. Vous avez notamment ces enluminures, hein, qui sont présentes sur l'épée de Hadès dans l'animé, donc pas de souci. Et puis vous avez cette épée donc avec fourreau, et là, eh bien, vous voyez, c'est la mauvaise surprise, c'est exactement ce que je viens de vous montrer en fait. Vous avez un glaive, qui n'est pas en fait un glaive, qui est juste un manche. Vous voyez? Donc ça me fait un peu penser, vous savez, les faux nœuds de cravate, c'est-à-dire, vous avez une sorte de barrette qui vient se clipser sur le col de la chemise, au lieu d'un nœud, eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a un côté vraiment très cheap, hein, ce que je décrivais tout à l'heure, avec un manche qui vient simplement se mettre dans le fourreau. Franchement, ça aurait pas coûté beaucoup plus cher à Bandai de nous faire une épée en entier, et à la limite, on voulait même pas ça, on voulait simplement le fourreau et la possibilité de mettre le glaive dedans. Et là, ah, et ben malheureusement vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que le fourreau en fait, il est plein. Donc, je sais vraiment pas ce qui passe dans la tête de Bandai quand ils décident de nous faire un fourreau plein avec un faux manche, enfin un vrai manche mais une fausse épée en tout cas, en guise d'épée qui vient se mettre dans le fourreau, alors que la solution la plus simple c'était simplement de mettre une épée dans un fourreau. Je sais pas d'où ça vient cette idée, franchement. Donc ça, c'était très moyen, et c'est un fail que j'espère a été rectifié dans la version IX, mais on verra ça juste après. Ensuite, on avait donc les ailes que je décrivais tout à l'heure, hein, qui sont présentes dans ce blister, qui sont énormes. À noter que vous voyez qu'il y avait des éperons supplémentaires, donc ici une paire d'éperons, donc vous allez mieux les voir ici. Ces éperons-là remplacent ceux qui sont présents sur les jambières donc du blister précédent. Il s'agit des éperons de la version manga, puisque vous avez des doubles ailes, là où dans l'animé, eh bien, vous aviez simplement des ailes simples. Donc ça, c'était fourni, donc c'était plutôt sympa. On avait également donc un visage supplémentaire, donc qui est celui aux yeux fermés. Donc toutes les figurines classiques ne bénéficiaient pas forcément de plusieurs visages, donc là il y en avait un deuxième, donc c'était plutôt bien, et en plus très utile parce que forcément on a peut-être envie de donner un air grave à Hadès, puisque c'est un personnage qui s'y prête pas mal. Et on avait aussi donc des bonus. Alors les bonus, eh bien, ils sont de deux types. Vous avez d'abord un bonus qui est donné pour le Seiya V4, qui est donc son plastron troué. Alors, vous voyez, je pense que c'est assez clair à l'image, donc il est troué, donc pour laisser passer le glaive de Hadès. Et vous avez la tête bonus, donc qui était adaptable aussi donc sur le V4 en question. Donc vous avez ici le visage criant qui montre sa douleur au moment où il se fait transpercer. Et vous avez ensuite un deuxième type de bonus, et bien c'est cette tige qui s'adapte sur ce socle, qui est donné donc par défaut dans la boîte. Et donc ça c'est plutôt positif que Bandai nous ait mis ça, parce que cette figurine, eh bien, elle est très compliquée à faire tenir debout. En tout cas, une fois qu'on l'a mise debout, eh bien, elle est très compliquée à garder debout. Ce qui fait qu'avec un socle comme ça, qui est quand même assez discret, puisque vous voyez qu'il n'y a pas cette sorte de pince hein, qu'il peut y avoir sur les socles classiques, vous avez vraiment une tige qui vient s'enficher dans le dos de la figurine, et du coup qui donne vraiment un côté très discret, hein. C'est vraiment planqué derrière la figurine, surtout avec les ailes très imposantes, on le voit quasiment pas. Donc, ce qui veut dire que quand bien même vous détestez les socles, ce qui est mon cas, eh bien, vous pouvez toujours utiliser ce socle-là, ça restera quand même suffisamment discret, et vous aurez suffisamment de liberté pour faire certaines poses, tout en étant assuré que votre figurine eh bien, tiendra debout dans la durée, en tout cas. Donc voilà pour ce qui est donc, des blisters de la version classique. On va maintenant voir ce que ça donne du côté de la version IX.
Alors sur ces blisters de la version IX, eh bien, l'idée n'est pas de faire de l'économie de place, hein, comme vous le voyez, puisque, seulement 2 blisters sont donnés dans cette figurine. Donc, encore une fois, je pense qu'il aurait été possible de faire plus de 2 blisters, un peu comme ils le font sur leur version IX Gold, 3-4 blisters parfois. Donc ce qui aurait permis de limiter, la longueur de cette boîte, hein, et puis avoir des gabarits un petit peu plus standards. Bon, toujours est-il que donc là, ils ont la place, donc du coup, ils s'en servent pleinement, et donc vous voyez que sur ce premier blister, eh bien, vous avez le personnage plus la totalité des pièces d'armure. Donc je vais vous montrer ce que donne ce personnage d'un peu plus près. Donc je ne vais pas juger là tout de suite de la conformité de ce visage, mais en tout cas ce que je peux dire là déjà tout de suite, c'est que ce visage, eh bien, il est magnifique, hein. On ne peut pas dire le contraire, hein. On a vraiment un visage qui est vraiment très très bien sculpté, un teint de peau qui reflète bien cette blancheur un peu cadavérique du juge, pas du juge, du maître des enfers. Donc chapeau en ce qui concerne la réalisation du visage. Maintenant, est-il conforme? Et bien ça, on le verra tout à l'heure. Ces visages, en parlant de ça, eh bien, vous voyez qu'ils sont au nombre de 5, donc 2 ensanglantés, et puis 2 qui ne le sont pas, donc ce qui permet quand même de faire pas mal de configurations. Configurations qui sont quand même assez importantes du point de vue des visages, mais pas vraiment du point de vue des mains, puisque vous voyez que on a simplement, alors ici, 2 paires de mains, plus la paire de mains qui est déjà, vous voyez, sur la figurine, donc ça fait 3 paires de mains et une main en plus. Bon, c'est correct, mais c'est pas non plus exceptionnel, sachant qu'on nous a gratté quand même les mains civiles en passant. Donc, ce qui veut dire aussi que le personnage, ben, du coup, pour lui faire une version civile, eh bien, il faudra recourir à d'autres pièces. Bon, on y perd quoi qu'il arrive une paire de mains, en fait, hein, quand on y réfléchit bien. Donc, vous avez donc ces éléments qui sont sur ce blister-là. Vous avez aussi, alors, et ça c'est très dommageable, seulement 2 cache-mains, là où pour la version classique on en avait 4. Donc ça, quand on parle d'augmenter un petit peu le cachet de la figurine, de montrer que c'est un petit peu plus luxueux, etc. Gratter 2 cache-mains qui valent peut-être allez, 3 centimes à produire, c'est vraiment, vraiment pingre, hein. Ensuite, on a, et là c'est bien, 2 glaives. 2 glaives, c'est bien, parce que tout à l'heure on en avait 1,2, on va dire. Donc 2 glaives, et on a notamment celui-ci qui est le glaive un petit peu rouge, qui est utilisé lorsque Hades déclenche son attaque. Donc je trouve ça plutôt bien de la part de Bandai de nous l'avoir mis, surtout que lorsque le glaive sort de son fourreau, eh bien la partie qui est enlevée du fourreau eh bien, est en rouge. Ce qui veut dire que si vous voulez reproduire exactement cette scène, eh bien vous utilisez ce glaive rouge que vous enlevez simplement, on va dire, à un tiers de la hauteur, et vous obtiendrez l'effet que l'on a dans l'animé au moment où il dégaine. Le fourreau, justement, il est là, et a priori, donc, si les choses sont bien faites, je pense que cette fois-ci, il est creux, donc on va pouvoir y mettre les 2 glaives. Donc, résultat, ils ont rectifié une belle connerie qu'ils avaient faite sur la version classique. On peut dire qu'au moins, ils ont fait cet effort. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bravo Bandai, faute avouée et pardonnée. Voilà pour ce qui est de ce blister-là. Donc je peux aussi parler de cette chevelure, hein, qui est, vous voyez, très très proéminente, hein. Elle sera sans doute utilisée avec le casque, j'imagine, puisque on a déjà une chevelure ici, donc pour la version sans casque. Encore que j'imagine qu'il doit y avoir une mèche qui doit aller derrière, et cette mèche doit être présente ici. Alors peut-être qu'elle va pouvoir être utilisée à la fois sur cette chevelure-là et sans cette chevelure-là, uniquement avec la version civile. On verra tout à l'heure ça au montage. Ensuite, sur ce second blister, alors, vous voyez que je suis un peu embêté pour m'organiser puisque ça prend énormément de place. Sur ce second blister, eh bien, on a le support d'objets, donc ça c'est quelque chose de classique. Vous avez aussi un socle qui va venir accueillir ce totem. Ce socle n'est pas utilisable pour la figurine. Vous voyez qu'il n'y a pas la tige tout à l'heure que l'on avait pour soutenir la figurine. Ce qui veut dire que, a priori, c'est plutôt bon signe. La figurine devrait être capable de tenir la position sans qu'elle ait besoin de quelque support que ce soit. Donc on va voir si cet optimisme de Bandai se vérifie après dans la réalité. On a aussi ces ailes-là qui, vous le voyez, sont un petit peu séparées, donc on n'a pas une pièce d'un bloc, hein, on a ceci qui vient venir se fixer dans le bas de la première partie. Comme ça, à première vue, j'ai l'impression que les ailes sont plus volumineuses que les ailes de la version classique. Mais encore une fois, ça sera vérifié une fois que les figurines seront montées. Donc voilà pour ce qui est de ces blisters de cette version IX. Donc vous voyez que
En fait, l'impression que j'en ai, hein, c'est que c'est moins, fourni que la version classique. Alors certes, cette impression, elle est, forcément propagée par, cette, énorme amplitude que l'on n'a pas sur la version classique, mais, j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines pièces qui se sont un peu, faites la malle, hein. Comme j'ai dit, hein, il y a 2 cache-mains qui se sont barrés. Bon, évidemment, ça prend beaucoup de place, donc c'est pas uniquement ça. Mais, par exemple, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 2 cols. Là, je crois qu'il n'y a qu'un seul col, vous voyez, qui correspond à celui qui était, sur le totem dans la version, classique de tout à l'heure. Donc là, pour le coup, je ne vais pas leur jeter la pierre parce que, à mon avis, c'est celui-ci qui est fidèle. On a aussi les éperons double L qui ont disparu, puisque vous voyez ici, il y a uniquement les ailes simples, mais je n'ai pas vu où que ce soit des éperons pour faire la version typée manga. Bon, là encore une fois, je ne vais pas leur jeter la pierre parce que je pense que je les ai suffisamment assassinés pour le Jamien quand j'ai dit que de toute façon il fallait choisir soit animé soit manga et puis pas faire une sorte de figurine bâtarde entre les deux. Là, ils ont choisi visiblement la version animée, avec les coloris de l'animé, avec la configuration de l'animé, donc je peux rien dire de plus que c'est normal. Donc voilà pour ce qui est de ces blisters, et on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse, à savoir les personnages sans armure, et surtout ce nouveau système d'articulation. A tout de suite. Alors, moment clé de cette review, parce qu'on va discuter de ce qui nous interroge tous, à savoir ce nouveau système d'articulation utilisé par Bandai. Alors, d'abord, force est de constater que le point de départ était la figurine classique, et celle-ci démontre à quel point ces nouvelles articulations que nous propose Bandai peuvent s'avérer nécessaires, notamment pour ce genre de figurine. Vous voyez que ici c'était la figurine classique, et regardez maintenant l'état du genou. Donc ça, c'est le résultat d'années d'exposition avec d'énormes ailes qui pèsent un poids phénoménal, en plus du poids normal de l'armure, et qui fait que, au bout d'un moment, ce sont les articulations qui trinquent, un peu comme sur les êtres humains d'ailleurs, hein. Donc ici, il fallait pour Bandai essayer de rectifier le tir pour donner un petit peu plus de durabilité à ces figurines. Ils sont arrivés avec un nouveau concept qui consiste donc à faire des articulations au niveau des genoux et au niveau des coudes métalliques. Alors, il y a en fait deux raisons différentes pour lesquelles ils ont mis ces articulations métalliques. D'abord, pour les genoux, c'est une évidence, hein, c'est pour pallier ce problème des articulations qui finissent par partir en déconfiture avec le poids de l'armure et aussi le poids des éléments extra-armure comme des ailes par exemple. Donc avec le temps, donc ça l'idée c'est de mettre des articulations métalliques qui bien sûr supporteront parfaitement le poids des ailes et de l'armure. Vous voyez que ça restera comme ça a priori pour de nombreuses années. Donc ça c'est la raison pour laquelle ils ont adopté donc, ces articulations là sur les genoux. Maintenant, pour ce qui est des coudes, la raison en est différente, hein, puisqu'il n'y a pas ici un problème de durabilité de cette articulation-là, puisque même en mettant la figurine avec un point comme ceci, donc avec le bras tendu, il y a quand même assez peu de pièces d'armure en fait, hein. Il y a juste le brassard et l'avant-bras. Ça veut dire que l'articulation va pouvoir encaisser le poids de ces deux pièces d'armure sans problème sur le temps. Donc il s'agit d'une autre raison, et l'autre raison, c'est en fait de supprimer cet effet de jour hein, qu'on peut avoir, qu'on a de toute façon, quoi qu'il arrive, entre l'avant-bras et le brassard, sur n'importe quelle figurine. Vous avez un jour ici, ici, en mettant une pièce donc métallique qui est exactement de la même couleur que les deux pièces d'armure qui vont arriver sur le bras, alors certes vous allez avoir un jour, mais ce jour sera un peu camouflé par la couleur de l'articulation. Donc certes vous allez voir une articulation métallique là où vous voyez avant une articulation plastique, mais l'avantage c'est qu'elle sera de la couleur de l'armure, donc elle sera beaucoup plus discrète. Donc voilà les raisons pour lesquelles ils ont mis donc ces deux articulations métalliques sur le personnage. Maintenant, il y a des avantages et de très minimes inconvénients. Donc l'avantage, c'est que ça donne énormément de rigidité au personnage, mais ce qui peut être aussi peut-être un inconvénient, c'est-à-dire que dès lors qu'on a un petit peu plus de flexibilité, si votre pose elle n'est pas au millimètre, avec une figurine IX normale, vous avez un petit peu de jeu au niveau de l'articulation des genoux, ce qui fait que forcément, en posant la figurine sur le plan de travail, la figurine adoptera, se corrigera d'elle-même, si vous voulez.
cette flexibilité, cette absence de flexibilité, eh bien, fera que pour avoir une position parfaite au niveau des pieds, eh bien, il faudra vraiment ajuster au millimètre les semelles du personnage. Donc ça, c'est le minime inconvénient hein, de ce genre d'articulation. Un autre gros avantage de ces articulations métalliques, c'est que si jamais elles venaient à s'assouplir avec le temps, je pense par exemple à force de manipuler, si vous mettez la figurine à genoux, si vous lui faites plier les bras, et puis ensuite vous changez la position régulièrement, enfin bref, le danger est que ces articulations, quand bien même elles soient métalliques, avec comment dire, des joints de compression qui ont été revus et qui ont été bien améliorés, eh bien ils vont a priori se détendre au bout d'un moment, mais le fait que ce soit des articulations métalliques fait que vous pourrez éventuellement avoir recours à du frein filé pour pouvoir à nouveau regagner en rigidité sur ces articulations métalliques, ce que l'on ne pouvait pas, bien entendu, faire sur une articulation plastique, ou si vous vouliez éventuellement regagner de la rigidité, eh bien vous étiez obligé de recourir à des systèmes D, comme de la colle ou comme du vernis, ce qui met plutôt, ce qui met un peu plus en danger la figurine que du frein filé, par exemple. Donc ça, c'est plutôt positif, si jamais vous voulez un petit peu bricoler la figurine dans le temps. Maintenant, le désavantage, eh bien, c'est que malheureusement, on pourra difficilement exposer ce personnage en version civile, en tout cas pas en version civile avec des manches courtes. Donc sinon ça fera un petit côté un peu Terminator, ce qui n'est pas forcément l'effet recherché. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on veut vraiment exposer un personnage en version civile, eh bien peut-être qu'on pourra avoir recours à ce genre de corps IX normal, pour remplacer le corps IX donc version métal, parce que ça serait presque du gaspillage de prendre un corps pareil pour le mettre sur une version civile. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Surtout vu le prix que ça coûte. Donc ça, c'est pour ce qui est des éléments évidents, si vous voulez, c'est-à-dire des articulations des coudes et des jambes, mais il y a des éléments qui sont beaucoup moins tangibles, beaucoup moins évidents, mais qui ont été ajoutés sur ce corps-là, et qu'il est à mon avis nécessaire d'évoquer. Donc d'abord, le fait que le métal n'est pas présent que sur ces articulations-là, mais il est présent également donc sur toute l'architecture du corps, c'est-à-dire en partant du cou, si vous voulez, pour arriver jusque le bas du buste. Donc je vais vous mettre une image en insert ici qui va vous montrer toutes les parties qui sont métalliques et les parties qui sont aussi des associations de métal et plastique et qui n'étaient pas comme cela avant sur les corps dits classiques que je vais évoquer après. Et donc vous verrez que donc, le métal est présent donc, sur toute cette partie-là, mais pas que. Il est présent également sur les petits ergots des mains. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très bien. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que l'ergot de la main, ici, en fait, il est en métal. Et je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé, en tirant une main un peu trop fort, eh bien, l'ergot vient avec, il se casse, et une fois qu'il est cassé, eh bien, niveau mobilité du poignet, c'est terminé. Donc ici, eh bien, ça n'arrivera plus, puisque cet ergot, eh bien, il est en métal. Donc ça, c'était pour moi une vraie surprise, puisque je ne pensais pas que Bandai serait allé jusque-là. Donc ils ont fait cet ergot en métal. Donc ils ont, comme j'ai dit, donc, mis du métal sur pour ce qui est du buste. Donc là, vous pouvez le voir notamment, vous voyez, quand on lève le buste, eh bien, vous avez l'articulation métallique qui apparaît. Alors pourquoi du métal ici? Bon, évidemment parce que, encore une fois, il s'agit de faire une figurine qui soit une vraie figurine de collection, donc qui n'ait plus ce côté un peu cheap, donc ça c'est une évidence, mais surtout, c'est pour tenir les ailes. Puisque rappelez-vous qu'il a quand même des 6 ailes au total, hein, qui pèsent un certain poids et qui pourraient entraîner la figurine vers l'arrière. Maintenant, avec ce buste-là, avec une articulation métallique, eh bien, une fois que vous l'avez mis comme ça, les ailes, elles n'entraîneront pas la figurine. Donc ce qui veut dire que ce corps-là eh bien, sera très très utile avec des ailes proéminentes. Donc on peut penser bien sûr aux deux dieux jumeaux qui ont aussi des ailes qui sont très très imposantes, mais on peut aussi peut-être penser à terme une réédition des figurines de Soul of Gold par exemple, qui ont aussi des ailes qui ont tendance à tirer les figurines vers l'arrière, mais aussi tout ce qui est spectre, là aussi, qui ont des ailes. Donc ça, c'est l'utilité d'avoir cette articulation métallique sur le buste. On a également du métal, et alors c'est un alliage en fait de métal et de PVC au niveau de l'entrejambe. Donc là aussi, hein, vous le verrez sur l'image que je vous ai mis en illustration. Excite ici le système de boule que l'on avait, rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont suivi mes tutos là-dessus, je vous avais montré comment regagner de la rigidité sur des figurines de type IX, simplement en déboîtant la jambe, en laissant apparaître la boule, en y mettant soit un peu de pâte à fixe, soit un peu de vernis, et puis ensuite en remettant la jambe, et bien
ici vous voyez que cela ne sera plus possible puisqu'il n'y a plus le système de boules. En fait, on revient un peu au système qui était présent sur les figurines classiques, c'est-à-dire que, alors ici il y a un enjoliveur, mais je pense que vous voyez, on peut deviner le fait qu'on a à peu près le même système. En dessous de cet enjoliveur plastique, eh bien, vous retrouvez le même système que ici, c'est-à-dire deux parties qui viennent en frottement l'une contre l'autre, avec un joint entre les deux. Eh bien, cette partie-là, c'est un alliage de PVC et de tiges de renfort en métal, ce qui fait que eh bien, vous avez une rigidité qui est quand même très très bonne ici. Vous avez, vous voyez, une jambe qui reste en place une fois que qu'on la met comme ça à l'horizontale, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les figurines classiques, IX classiques, pardon. Donc ça, c'est pour ce qui est des alliages métal et PVC. On retrouve également le métal sur la petite articulation qui est ici. Alors je vais essayer de vous le montrer sans pour autant démonter totalement la figurine, mais vous voyez que la jonction ici entre les deux pièces de la tige qui vient se mettre dans le cou, eh bien il s'agissait avant d'une tige plastique, et elle a été remplacée par une tige métallique qui a priori devrait permettre d'avoir une meilleure durabilité au niveau du cou. Il y avait notamment sur certaines figurines parfois cette articulation qui avait tendance à se dessertir, et donc dès qu'on bougeait la tête, eh bien on avait une partie du cou qui venait avec, donc ça c'était quand même pas très très agréable. Donc ça c'est ce qui a été amélioré du point de vue des articulations si vous voulez, donc avec un usage du métal qui est quand même plus important. Maintenant il y a une dernière amélioration, une dernière innovation qui a été ajoutée et qui n'a pas forcément été relevée par tout le monde, c'est au niveau des épaules. Alors je suis en train de galérer pour essayer de lui remettre sa chevelure, voilà. Donc au niveau des épaules. Alors au niveau des épaules, eh bien, je vais ressortir mon corps classique et vous vous rendez compte que sur un corps IX classique, eh bien vous aviez cet effet de décrochage entre le buste et l'épaule, qui était d'ailleurs pas très très joli, hein, que en général pour ceux qui étaient fans de posing, eh bien vous essayez de camoufler avec l'épaulette. Eh bien remarquez que ici, pour cette version donc IX Metal, eh bien Bandai a décidé de revenir à quelque chose qu'ils avaient déjà utilisé sur les versions classiques, à savoir un enjoliveur qui vient rejoindre le bras, si vous voulez, l'épaule. Vous voyez que, du coup, cet effet de décrochage hein, qu'on avait au départ, eh bien, est nettement moins apparent. Et en plus, alors ils ne se sont pas contentés de ça, ils ont également essayé de faire un aspect un peu de musculature sur l'épaule, vous voyez, on devine notamment les muscles de l'épaule ici. Alors que sur une version IX de base, bah voilà, vous aviez une boule, quoi. Donc ils ne se sont pas simplement contentés de refaire les articulations, ils ont aussi essayé d'améliorer le design final du corps, de telle manière que même si les parties du corps apparaissaient en dehors des pièces d'armure, eh bien au moins elles apparaîtraient un tant soit peu plus naturelles. Remarquez que ce système d'enjoliveur, eh bien, ils l'utilisaient déjà sur la version classique, hein, et ils avaient malheureusement disparu avec les nouveaux corps IX. Donc ça c'était un peu dommage. Mais en tout cas, ils sont revenus dessus. Donc au final, pour ce qui est de ce nouveau corps IX Metal, eh bien moi personnellement je suis emballé. Je suis emballé pour toutes les raisons pour tous les avantages que je vous ai donnés. On a plus de rigidité, on a plus de durabilité et on a plus d'esthétisme, comme je viens de le montrer avec les épaules. Alors certes, les versions civiles ne seront plus a priori possibles en manche courte, mais à la limite on s'en fout. On a ce genre de corps, si jamais on peut en acheter d'autres comme ça au détail. Il n'y aura pas besoin d'utiliser un corps IX Metal pour faire ça. Donc moi, personnellement, je n'y vois que du positif et je suis très 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 content que Bandai ait eu recours à ce nouveau système. Maintenant, tout ce que je peux déplorer, c'est que du coup, ça augmente énormément les coûts de production, j'ai l'impression, et ce qui est répercuté forcément sur le prix que paye le consommateur au final. Donc ça veut dire aussi qu'il faudra aussi accepter, pour nous consommateurs, de devoir payer un petit peu plus cher pour quelque chose qui sera sans doute plus durable dans le temps. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire pour ces articulations. Maintenant, je vais vous comparer un petit peu les visages. Allez, donc on se retrouve pour les visages. Donc c'est un moment que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment à ce moment-là l'occasion de vérifier si Bandai a fait du bon boulot sur les visages de la figurine ou pas.
Donc ici, la première chose que je voudrais faire, c'est créer une impression d'ensemble de ce visage. Pour cela, bah, je vais me servir, d'un des rares CTI en circulation, donc encore une fois qui m'a été fourni par le camarade DFK. CTI, qui n'est pas, d'une très, très grande qualité, du point de vue de sa résolution, donc j'ai pas pu, zoomer autant que je voulais, sur, ce visage. Donc je vais me servir plutôt des captures d'écran, en version HD que m'a fourni également Dave, pour, juger vraiment de la conformité des autres visages. Mais là, je voulais simplement créer une vision d'ensemble et cette vision d'ensemble, eh bien, c'est que, comme ça, globalement, quand on regarde ces 2 visages, donc enfin, ces 2 têtes, en fait, puisque c'est un ensemble avec la chevelure, eh bien, on ne peut qu'être frappé par la ressemblance entre, ces 2 visuels, hein. Vous voyez qu'il y a eu un gros travail qui a été fait donc sur la chevelure, hein, une chevelure qui est vraiment, bien, bien fournie et qui se retrouve, clairement sur le design d'origine. On a vraiment le même mouvement des cheveux, chapeau pour ce qui est du travail de la chevelure, c'est vraiment du bon boulot. Ensuite, pour ce qui est, des traits du visage, eh bien, vous voyez que, sur, les traits généraux, eh bien, on est quand même assez proche. Voilà. Donc on va rentrer dans le détail avec, les captures d'écran, mais d'abord, je vais, vous faire un bref comparatif avec le visage de la version classique. Alors, on va essayer de voir quels ont été les éléments, qu'a changé Bandai, donc sur son visage IX et surtout, est-ce que, ces éléments sont validés ou pas par, les designs d'origine? Donc, voilà, je vais essayer de vous montrer un maximum de détails. Alors, si on regarde ces 2 visages, eh bien, d'abord la première chose qui frappe, eh bien, c'est qu'au niveau de la chevelure, on a quand même une énorme différence, hein. On a vraiment l'impression qu'ici, Bandai a vraiment voulu rajouter, du volume sur cette chevelure et encore une fois, quand on regarde avec le CTI, eh bien, c'était à raison. Donc, ce volume, eh bien, vous le retrouvez, davantage sur le vertical, mais vous l'avez également, énormément sur les côtés. Vous voyez que c'est nettement plus, touffu sur, la version X, du côté droit. Donc ça, c'est la première, énorme différence. Deuxième grosse différence, eh bien, c'est sur, la position des yeux. Alors, vous voyez que, ces yeux sont quand même assez écartés l'un de l'autre, hein, sur la version classique, alors que sur la version iX, eh bien, on a cet écart qui a été réduit. Donc là, il s'agira de voir, avec les designs d'origine si c'était, à raison. On a, aussi globalement des éléments du visage qui descendent, beaucoup plus bas, sur, le visage de la version classique. Vous voyez que par exemple, la bouche, est nettement, plus rapprochée, la bouche et le nez pardon, sont nettement plus rapprochés, des yeux et donc l'ensemble tombe plus bas sur le visage. On peut le voir notamment avec comme point de repère cette mèche, vous voyez? Qui va plutôt, vers le menton, hein, pour la version X. Donc on a globalement un visage qui a l'air d'être un peu plus arrondi, hein, sur la version, X. Bon alors on a un visage qui reste un peu ovale, hein, vous voyez, mais qui est, moins ovale que, celui de la version, classique. Autre différence de taille, eh bien, c'est sur la couleur des yeux que ça se passe. Donc là, je vais essayer de zoomer, sur les yeux pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Voilà. Donc vous voyez qu'au niveau de la couleur des yeux, eh bien, on a, des yeux qui sont un peu plus foncés sur la version X. On tire davantage sur le turquoise pour la version classique. Donc voilà pour ce qui est des grosses différences, du point de vue donc des yeux. Maintenant, une dernière différence, eh bien, c'est sur la forme de la bouche qui elle aussi a été totalement retravaillée. Donc vous voyez que là, on discerne bien, la forme des lèvres avec, une sorte de M, hein, qui se dessine. Alors qu'ici, eh bien, on a un truc qui est totalement plat. On a des lèvres qui paraissent un peu boursouflées, alors plat, enfin pas plat en fait, mais longilignes, et des lèvres qui paraissent un peu, boursouflées et une bouche qui est un peu trop pincée. Donc ça crée un effet, un peu bizarre, que l'on ne retrouve pas, enfin un manque de naturel, que l'on ne retrouve pas sur la version IX, hein. On a vraiment l'impression d'une vraie bouche ici. Donc voilà pour ce qui est des différences entre ces 2 visages. Donc maintenant, on va pouvoir se mettre à comparer avec les designs d'origine. On va d'abord aborder donc ce visage, neutre. Alors l'angle du visage n'est pas tout à fait le même, donc j'ai pris une photo, à peu près dans le même angle pour qu'on puisse, vraiment juger de la conformité. Donc ça devait être ce cliché-là. Voilà, donc je vais zoomer dessus. Alors je pense que j'ai un peu trop zoomé ici. Voilà. Bon, alors,
Eh bien, que dire si ce n'est que ben, ça se ressemble quand même énormément, hein. Vous voyez qu'au niveau de la position des éléments du visage, eh bien, on est vraiment dans quelque chose de très conforme, aussi bien pour ce qui est de la position des yeux que du nez et de la bouche. La forme de la bouche est également, vous voyez, on voit ce M hein, qui est également dessiné ici. Alors, peut-être ce que l'on peut éventuellement reprocher, c'est un visage peut-être un petit peu trop rond sur la version X, mais peut-être que c'est aussi dû à l'angle, hein, qui n'est pas tout à fait le même. Donc ça, on pourra essayer de le vérifier après avec une photo dans l'axe sur un autre visuel que je vais vous montrer. Au niveau ben, de la chevelure, vous voyez qu'on a le même dessin. Alors certes, il n'y a pas autant de petites mèches, hein, mais les mèches principales eh bien, figurent sur l'IX et surtout sont dans le bon angle. Globalement, eh bien, on a quand même quelque chose de très très proche. Maintenant, alors ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est que les iris de la version classique étaient un peu plus grosses que celle de l'IX, et surtout la couleur était un peu plus claire que la version IX. Et bien vous voyez que c'est le cas sur la version d'origine. Donc au niveau de la forme des iris et de la couleur des yeux, eh bien, on avait sans doute un petit peu plus de conformité avec la version classique. Mais en dehors de cet élément, eh bien, tout le reste est nettement supérieur sur la version X. Donc voilà pour ce qui est de ce visage neutre. Euh, alors pour juger vraiment de la conformité des yeux et aussi de la forme du visage, ça peut être intéressant de comparer donc ce visage dans l'axe, alors pas celui-ci, mais celui-là, avec ce visage-là, qui est donc le visage d'Enserré. Alors je vais simplement vous demander de mettre de côté l'expression du visage, qui n'est pas du tout la même, et de vous concentrer plutôt sur la forme du visage et sur la forme des yeux. Donc, je vais essayer de zoomer un max. Voilà. Bon. Et bien vous voyez qu'au niveau de l'œil, hein, eh ben, la forme de l'œil est un peu trapézoïdale, et vous retrouvez cette forme-là ici, hein. Alors c'est un petit peu arrondi ici, mais c'est un peu normal puisque là on a une expression de colère donc qui suit le mouvement du sourcil, mais cette forme d'œil est quasiment identique, hein. On peut le remarquer aussi notamment donc, sur cet œil gauche là, qui est vraiment très très proche en termes de forme de l'œil gauche de la version X. Ensuite pour ce qui est de la forme du visage, eh bien, vous voyez on a un visage qui paraît certes un tout petit peu plus allongé, mais si on prend comme point de repère cette mèche là, eh bien vous voyez que ça se joue pas à grand chose. Donc voilà pour ce qui est de ce visage neutre. Alors je vais vous passer également en revue le visage aux yeux fermés. Alors d'abord je vais vous montrer ce que ça donnait sur la version classique par rapport à la version X. Alors, ce qui va différencier ces deux visages, bon, on a toujours bien évidemment la différence de chevelure, mais là, il faut vraiment se concentrer donc, sur les visages. Et eh bien, ce qui est vraiment frappant, c'est le travail hein, qui a été fait sur les cils, hein. Vous voyez qu'ils sont tous bien dessinés hein, sur la version X, alors que sur la version classique, eh bien, on en a simplement 4 de dessinés, hein, 2 sur chaque bord en fait. Donc, ce qui crée forcément un manque de réalisme. Et on a aussi un sourcil hein, qui est un peu moins travaillé, hein, vous voyez, par rapport à la version X, où on a courbe et recourbe en fait, hein. Donc voilà, maintenant ensuite pour ce qui est des autres éléments, eh bien c'est ce qu'on avait souligné, hein, la position des yeux qui est un peu plus écartée et la bouche un peu trop pincée. Donc ceci, vous allez pouvoir le comparer avec le design d'origine. Encore une fois, l'angle n'est pas le même, donc j'ai pris une photo avec un angle qui est un peu plus favorable. Donc ça doit être ici, ouais. Alors c'est pas tout à fait le même angle, hein, mais ça va permettre quand même de juger un peu du travail sur les yeux. Bon, désolé, hein, je tâtonne un petit peu avec la souris. Voilà. Bon, vous voyez que là encore une fois, on est quand même très 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 proche, hein. Même sur la forme du visage ici, on est vraiment sur quelque chose de presque identique, hein. Vous voyez notamment la forme des lèvres, ce menton. Alors pour ce qui est des yeux, eh bien, on a ces cils hein, qui apparaissent hein, sur le design d'origine. Alors le haut de la paupière hein, n'est pas marqué sur le visage de l'ex. Par contre, le bas de la paupière, lui, l'est. Et donc la forme des sourcils est assez cohérente. Voilà donc pour ce visage aux yeux fermés, bon qui n'est pas le plus difficile en général à reproduire, hein. Et là donc on va aborder un visage alors que j'ai pas réussi à trouver moi personnellement dans les OAV.
enfin en tout cas dans l'OAV6 d'Elysion, j'ai pas réussi à le trouver. J'ai pas réussi à trouver cette expression de visage de Hades. Donc en fait, je trouve même d'ailleurs que cette expression de visage ne sied pas vraiment au caractère du personnage. Elle fait un peu trop maléfique à mon goût. C'est-à-dire que ce dont transparaît le visage de Hades dans les OAV, ce qui transparaît de ce visage, pardon, c'est que c'est pas un personnage qui a priori prend du plaisir à faire le mal, c'est un personnage qui fait son job, c'est-à-dire que c'est le dieu des enfers et de la mort, il gère les âmes qui trépassent, et on n'a pas l'impression qu'il y prenne plus de plaisir que cela. Dans les OAV, ce qui transpire des visages et des expressions faciales de Hadès, c'est de la colère dans un deuxième temps, et énormément de mélancolie dans un premier temps. Et cette mélancolie, je trouve qu'elle est parfaitement rendue par le visage neutre, et donc forcément avec un visage comme ceci, un peu souriant, un peu sadique, et bien toute cette mélancolie disparaît. Autrement dit, moi personnellement, ce n'est pas le visage que j'utiliserai pour mon expo. Mais bon, sinon techniquement il est très joli, hein. Alors, on va arriver maintenant sur les visages d'attaque. Alors, ces visages, donc je vais préparer les designs d'origine, et donc on a un visage dents serrées et un visage hurlant. D'abord, pour ceux qui auraient voulu ces visages-là, je vais essayer de d'abord m'intéresser au visage X. Donc là, j'ai le dent serré et il me faut le hurlant. Alors le hurlant qui doit être quelque part, j'ai dû le réduire. Voilà. Donc, pour ceux qui auraient voulu ces deux visages-là, donc sans la trace de sang, eh bien, dites-vous qu'ici c'est un parti pris de Bandai d'être vraiment fidèle à 100% à ce qui se passe dans les OAV. C'est-à-dire que ces deux expressions de visage, elles n'apparaissent sur Hadès que dès lors qu'il a été frappé par les chevaliers de bronze, et donc qu'il saigne comme ceci à partir du front. Donc le parti pris de Bandai, ça a été vraiment d'être fidèle aux OAV, et donc de donner ces expressions de visage uniquement avec du sang sur le visage. Alors, au niveau de l'expression du visage, eh bien, vous voyez que l'idée de Bandai ici, ça a été vraiment de reproduire a priori cette scène, hein. Vous remarquez notamment eh bien, les yeux qui sont dirigés vers la gauche, hein, ce qui est le cas ici. Ce qui est assez frappant ici, eh bien, c'est la bouche, hein. Vous voyez à quel point elle est bien reproduite. Bon, la trace de sang est un petit peu trop épaisse, hein, mais au niveau de la forme, ça respecte à peu près ce que l'on a sur le design d'origine. La forme des sourcils est aussi pas mal respectée, hein. Donc globalement, c'est un visage qui a été pas mal reproduit. Et enfin, ce dernier visage, qui lui aussi est vraiment bien reproduit. Donc le visage dents serrées. Là, je vais essayer de faire en sorte d'avoir à peu près la même taille pour que vous puissiez juger de la qualité de ce visage. Voilà, et ce qui va plus ou moins démontrer que le visage d'origine est un poil plus long que le visage de la figurine. Vous voyez, voilà. Donc là, on voit le point de démarrage du visage, hein, qui est à peu près le même. Bon, on a des visages qui sont à peu près à l'échelle, peut-être que le visage de la Hex est encore un poil plus petit, mais toujours est-il qu'on voit que le visage est un poil plus long sans doute sur le design d'origine. Donc en dehors de ça, eh bien, vous voyez que la forme des yeux, elle correspond quasiment parfaitement. La forme du sourcil aussi, alors ça tombe un tout petit peu plus haut sur la version Bandai, mais vous voyez que en ce qui concerne la forme, l'angle, eh bien c'est plutôt pas mal. Donc toujours la trace de sang, hein, qui respecte bien ici le dessin de la trace de sang du design d'origine. Et donc vous avez aussi la bouche qui est plutôt bien dessinée. Alors certes, les lèvres sont un peu trop marquées, mais le dessin est plutôt bien. On peut noter aussi, alors je ne l'ai pas mentionné avant, mais cette petite mèche dessinée, hein, qui a été rajoutée sur le visage, qui est dans un souci de fidélité par rapport au design d'origine. L'idée, c'est vraiment de montrer la naissance de la racine des cheveux. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien vu de l'avoir rajouté. Alors, dans l'absolu, hein, j'aurais préféré l'avoir directement intégré sur la chevelure, mais
Le fait est que c'était sans doute plus difficile à rendre, donc le mettre comme ça, au moins sur le visage, c'est déjà ça. Donc voilà pour ce qui est de ces visages et de ce que je peux en dire. Donc globalement, ben, qu'est-ce que je peux en conclure? C'est que d'abord, ce sont de très très beaux visages, quoi qu'il arrive. Maintenant, en ce qui concerne la conformité, à part la longueur du visage, qui a priori est un poil plus longue sur le design origine, tout le reste est vraiment plutôt conforme. Donc Bandai a fait du bon boulot sur ces visages-là, a nettement amélioré de toute façon, quoi qu'il arrive, les visages de la classique. Donc voilà pour ce qui est de cette petite analyse sur les visages. Maintenant, eh bien, on va passer au montage. Allez, donc on continue un peu dans la même idée, à figurine exceptionnelle, bien procédure exceptionnelle, donc pour une fois je vous ai monté le totem, un peu à la façon de l'animé, lorsque les personnages revêtent leur armure. Donc ici vous me pardonnerez la comparaison avec la version 15e anniversaire ici, donc ce totem était déjà monté pour moi, donc ça me simplifiait la vie par rapport à remonter à nouveau le totem de la version classique normale, qui est quand même assez en fer à monter d'ailleurs, donc j'en avais gardé un mauvais souvenir avec celui-ci, donc je me suis dit que de toute façon la comparaison serait quasiment identique si on mettait les couleurs à part, donc je vais simplement vous demander d'ignorer en fait les coloris et de vous concentrer simplement sur la forme de totem en lui-même. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, eh bien, ce totem n'apparaît pas dans l'animé, donc ça veut dire que le point qui va nous permettre la comparaison, c'est uniquement le manga, donc il s'agit simplement de la fiche technique qui est à la fin du volume 22, et on se rend compte avec l'illustration que, pour une fois n'est pas coutume, eh bien c'est plutôt la version classique qui est la plus proche de la réalité, et ce pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, on va mettre à part le socle. Au niveau du bas de la figurine, jusqu'au haut des cuisses, on va dire, eh bien, on est à peu près pareil pour les deux. Maintenant, on arrive ici au point qui est vraiment différent entre les deux versions, et vous vous rendez compte que l'approche qui a été choisie par Bandai pour la version EX, c'est de simplifier au maximum ce totem, c'est-à-dire d'utiliser ces épaulettes telles quelles, pour venir épouser les deux pans de la jupe, comme ceci, et ce faisant, eh bien, ils perdent en conformité, puisque dans le manga, eh bien, vous voyez que la double épaulette ici eh bien, disparaît. Donc dans la fiche technique, on nous dit qu'en fait, elle se rabat à l'intérieur de la première épaulette, mais pour ce qui est du montage du totem, eh bien, en fait, cette pièce-là se retrouve tout en haut des cuisses, donc cachée par les pans de la jupe. Donc de ce côté-là, eh bien, Bandai ici avait privilégié la fidélité, alors que ici, eh bien, vous voyez que les deux pans de l'épaulette eh bien, sont toujours là. Donc ça, problème de conformité ici. Ensuite, autre problème de conformité, c'est que comme on est dans un totem typé manga, eh bien, vous devriez avoir ici les doubles ailes au niveau du bras, donc, alors qu'ici, eh vous n'en avez qu'une seule, donc là aussi on perd un peu en conformité, même si sur le design, eh bien, vous aurez du mal à le voir. Ensuite, au niveau du haut du totem, eh bien, vous voyez que de ce côté-là, c'est à peu près pareil pour les deux. On a les petites ailes ici du plastron qui sont aussi a priori un tout petit peu plus fidèles sur celui de la classique.
Pour ce qui est du casque, eh bien, mettez les coloris à part et donc vous avez un rendu qui est quasiment le même. Et puis on arrive sur ce qui est vraiment différent, eh bien, ce sont les ailes. Donc le parti pris de Bandai, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est de gagner en volume sur ces ailes-là. Donc vous voyez que forcément, on prend moins d'espace avec les ailes de la classique, ce qui a priori a l'air de correspondre davantage aussi au totem de la version manga. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire pour ces deux totems. Le parti pris de Bandai, comme j'ai dit, eh bien, ça a été de simplifier ce totem et puis de s'affranchir un peu du design original pour faire une jolie figurine, et force est de constater que ce totem est magnifique. Ça donnerait presque envie d'acheter un deuxième exemplaire pour exposer ce totem. En termes de facilité de montage, eh bien, il n'y a pas photo, hein. Le totem de la version IX, j'ai eu aucun mal à le monter, tout s'emboîte bien. Alors tout s'emboîte bien, sauf c'est les deux épaulettes donc sur la jupe. Vous aurez un petit peu de mal avec les clips au niveau, les mains de Lego, au niveau de la taille. Donc il faut bien prendre appui avec le pouce d'un côté et puis l'index de l'autre, et ne pas hésiter à forcer. Donc forcément on a toujours un peu d'appréhension parce que ces machins-là cassent assez facilement, mais globalement ça tient bien. Donc à part ça, tout le reste se monte très facilement. J'ai pas eu les soucis des ailettes hein, qui ont tendance à se barrer. Ceci est de bon augure pour le montage que je vais effectuer là maintenant. Allez, à tout de suite. Alors, avant de véritablement débuter le montage, je devais vous évoquer ceci. Alors, ceci, c'est la cape donc, qui est livrée avec cette figurine, cape en tissu. Alors, avec cette cape, ben, je comprends l'idée de Bandai, c'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir rompre un peu avec le côté un peu cheap des mid-cloth, c'est-à-dire que, notamment au niveau des capes, eh bien, des capes plastiques, ça fait pas totalement matériau noble, et puis surtout, on n'a pas vraiment ce qui est donné dans la série, donc l'idée c'est de remplacer ce matériau par du tissu. Donc l'idée est bonne, mais pour moi la réalisation n'y est pas. Alors elle n'y est pas pour plusieurs raisons. D'abord, le tissu qui est utilisé, même s'il est plutôt de bonne qualité, eh bien, je le trouve un peu épais. Cette cape fait un peu collection automne-hiver 2020, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on ne retrouve pas le côté très léger que l'on peut avoir sur les capes de l'anime. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose, c'est que Bandai, donc, pour reproduire ce côté un peu léger, donc, a voulu reproduire le côté drapé des capes. Donc vous voyez que pour cela, eh bien, ils ont fait des coutures pour faire le rendu drapé. Maintenant, le souci, c'est que ça ne marche pas vraiment, c'est-à-dire que quand on essaye de donner un peu de forme à cette cape, eh bien, elle ne tient pas la forme pour une raison majeure, à mon avis, c'est que sur le bas de la cape, eh bien, il n'y a pas de fil de fer, ce qui est un peu ridicule, puisqu'ils ont eu l'idée d'en mettre sur les côtés, donc ici vous pouvez donner des effets, mais pas sur le bas, ce qui fait que pour donc reproduire un peu le drapé, eh bien il faut laisser tomber la cape de façon plus ou moins naturelle, et malheureusement ça ne rend pas exactement ce qui est dans la série. Ensuite, dernière chose qui ne me plaît pas sur cette cape, eh bien elle est assez évidente, et je pense qu'elle se voit directement à la vidéo, c'est que sur l'intérieur de la cape, qui est l'élément le plus visible, hein, puisque tous on expose nos figurines donc vers le devant, hein, rarement on expose ces figurines de dos. Donc le problème c'est que de dos cette cape, eh bien, elle est jolie, vous voyez que les coutures n'apparaissent quasiment pas, alors que de l'intérieur, eh bien, on a vision sur toutes les coutures, et notamment ces coutures très disgracieuses qui ont été faites pour faire le drapé de la cape. Donc je ne sais pas comment ils auraient pu faire pour avoir un rendu meilleur que cela, mais toujours est-il que là, le résultat, eh bien, il n'est pas là. Donc moi personnellement je ne monterai pas cette cape, j'imagine que mes collègues youtubeurs soit le feront soit l'ont fait, donc ben, je vous renvoie vers leurs vidéos si vous voulez avoir un aperçu de ce que ça donne, sinon ben, il y a toujours la boîte, mais moi je ne suis pas convaincu par son rendu, donc moi ça je vais le laisser dans la boîte. Ensuite je devais également évoquer les mèches. Alors ces mèches là qui étaient couplées à la chevelure arrière qui est ici. Alors on a un système très original hein, qui a été utilisé cette fois-ci par Bandai, c'est que les mèches, vous voyez que au lieu de les mettre donc au niveau de la tête, comme c'est le cas ici, eh bien elles sont greffées sur la partie qui s'attache au cou. Donc
quand le personnage est en civil comme ça, donc quand vous avez la configuration civile, ben vous allez bien évidemment garder les mèches au niveau du cou, mais dès lors que vous allez mettre le casque, eh bien vous utiliserez ces mèches-là qui vont aller se fixer donc ici au niveau du cou. Et ce faisant, eh bien vous éliminerez l'effet de compression qu'on pouvait avoir avec le casque au niveau des mèches qui empêchait très souvent le mouvement. Ici, on devrait pouvoir garder du mouvement puisque les mèches seront libres de l'entourage du casque, si vous voulez. Donc ne vous inquiétez pas pour ce qui est du rendu casqué, même si là je vais faire le montage avec la configuration sans casque, au niveau du posing, eh bien, je ferai une pause où je mettrai le casque et donc où vous pourrez voir ce que ça donne ces mèches là une fois montées. Donc voilà pour ce qui est du préambule. Maintenant donc on va passer au montage qui va pas être trop compliqué a priori puisque je viens juste de monter le totem et que le montage du totem il est quasiment le même que celui du personnage. Je devais souligner aussi ce que j'avais déjà souligné sur la review de Sid, c'est que ces pieds-là eh bien, ne sont pas différenciés. On a un pied droit qui peut aussi bien faire pied gauche, il n'y a pas de différence en termes de dessin, et il n'y a pas non plus de différence en termes de largeur au niveau de la cheville. Donc ce qui veut dire que là, eh bien, Bandai a priori continue sur ce que j'avais décrit, à savoir éviter de devoir mettre des moyens supplémentaires pour faire un pied droit, un pied gauche, et donc éventuellement se tromper dans les boîtes. Bon, alors, on commence ce montage. Montage que je vais essayer de faire le plus prudemment possible, tout simplement parce que j'ai été averti donc, par plusieurs personnes de la fragilité des pièces de la figurine. D'ailleurs le totem je l'avais monté avec des gants, donc il faut apparemment être très prudent avec les pièces plastiques, donc je vais évidemment redoubler de prudence. Alors, au niveau du bas de la figurine, on a ces petites ailettes qui étaient vraiment eh bien, l'enfer pour la version classique. Bandai a rectifié le tir, elles tiennent bien, en tout cas moi quand j'ai monté le totem, elles se sont pas barrées du tout, contrairement au totem de la classique, que simplement j'ai retiré de la vitrine pour mettre sur mon plan de travail, et bien j'ai quand même réussi à enlever une ailette en faisant ça. Là, ça tient bien. Alors, mon conseil c'est de ne vous amusez pas à les démonter, parce que de toute façon ça sert à rien, même quand on monte le totem, il n'y a pas à les enlever. Laissez-les telles quelles, on peut les retirer, donc je comprends pas trop maintenant pourquoi elles sont encore amovibles. Elles sont en plastique alors que le reste de la jambe est en métal, et cette partie est en plastique, donc évitez aussi trop de la manipuler. Puis ensuite, une fois que vous allez les enlever, ben forcément, vous allez avoir un peu plus de jeu que si vous les laissez telles quelles, donc a priori, n'y touchez pas. Alors, pour ce qui est de ce montage, donc je vais essayer d'être concentré un maximum, mais je vais aussi vous évoquer eh bien, mon ressenti par rapport au moment où Hades apparaît dans la série. Alors Hades, dans sa véritable apparence, puisqu'il apparaît très tôt dans les OAV du Mekai avec le corps de Shun, mais sous cette forme-là, eh bien, il n'apparaît véritablement que lors de juste à la fin de l'OAV 5, en fait, et surtout dans l'OAV 6 de Elysion. Elysion ou Elysion, peu importe. Cette OAV-là, eh bien, pour moi, a été une énorme déception. Sans doute l'un des points de la série qui m'a le plus déçu. Tout simplement parce que, en termes de contenu, eh bien, l'OAV ne s'est simplement contenté que de reproduire presque à la case près tout ce qui se passe dans le manga. Donc, il n'y a pas vraiment d'ajout en termes de design, d'image, si vous voulez. On suit le manga presque case par case. Et là où ça devient horrible, c'est que certes on n'a pas de dessin supplémentaire, ou quasiment pas, mais surtout on n'a quasiment pas d'animation. Et ça a été vraiment le gros point noir quand j'ai regardé cette OAV, que j'ai re-regardé pour préparer cette review. On se rend compte à quel point l'animation de cette OAV est catastrophique. Elle est catastrophique tout simplement parce qu'on a l'impression de se retrouver dans un épisode de Monster High. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, donc moi je la connais forcément puisque ayant des enfants, ils ont regardé ça à un moment. Et Monster High, ben, en fait c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des dessins, et puis des dessins donc, que l'on fait parler, il n'y a quasiment aucune animation, donc quand les personnages bougent, eh ben, on a l'impression qu'ils glissent sur le sol, quoi. Il n'y a quasiment pas de mouvement. Et bien, dans cette OAV numéro 6, eh bien, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc pour les plus anciens, il y avait une petite série dans notre enfance qui s'appelait Victor Teaches English. Eh bien, j'avais l'impression de me retrouver dans un épisode de Victor. Pas d'animation.
Donc ça, forcément, ça marque négativement. Maintenant, pour ce qui est de la compréhension, il faut savoir que, a priori, dans cette OAV6, eh bien, il y avait très peu de budget. C'est-à-dire que, n'ayant pas vraiment d'argent, eh bien, les animateurs ont été au plus simple. Et ensuite, deuxième élément négatif, c'est que a priori, Araki n'y a pas participé. Donc c'est plus ou moins Michi Mino qui s'est retrouvée catapultée directrice d'animation. Et a priori, ça n'était pas sa spécialité. Elle était plutôt sur les layouts, sur les dessins. Et donc forcément, eh bien, on ne s'improvise pas comme ça animateur. Et donc le résultat, eh bien, il est pour moi assez catastrophique au niveau de l'animation. Maintenant au niveau des dessins c'est différent, alors c'est différent, en fait c'est assez variable, c'est-à-dire que pour ce qui est des dessins de Hades et de Athéna, eh bien la qualité est là, vraiment, on a de superbes plans, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour le reste de l'OAV, eh bien c'est très variable. Alors je vous mettrai des inserts hein, qui vous le montreront, notamment il y a un moment, un plan qui est vraiment pas joli, avec donc les chevaliers de bronze qui sont tous réunis, et on discerne à peine les pupilles de leurs yeux, si vous voulez. On sent à ce moment-là à quel point ça a été un peu bâclé. Donc ça a été bâclé faute de moyens, mais ça a été bâclé aussi parce que ça a été rushé. Alors, je vais juste m'arrêter une seconde sur ce que je raconte pour vous parler de cette jupe, jupe très imposante, hein, avec une boucle de ceinture qui a été un peu revue par rapport à la version classique, mais ça j'en parlerai avec le comparatif une fois que les figurines sont montées. On a donc une boucle de ceinture ici, donc encore une fois j'ai déjà monté le totem avant, donc forcément je ne découvre pas la figurine. Cette boucle de ceinture, eh bien, revient à la raison. Voilà, Bandai est revenu à la raison, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette petite pièce qui vient coulisser à l'intérieur de deux clips, si vous voulez, on a une pièce qui vient s'enficher dans la ceinture. Donc ce qui veut dire que pour la retirer, eh bien n'essayez pas de la retirer vers le haut, parce que sinon vous allez casser, il faut simplement retirer vers l'avant. Un peu à la manière de la ceinture de Bayan, hein, pour ceux qui ont eu la figurine en main, et un peu à la manière aussi de la ceinture de Sid. Alors la pièce n'est pas facile à retirer, vous voyez que je galère un petit peu. Voilà, et si elle n'est pas facile à retirer, c'est tout simplement parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire de longs ergots, hein, c'est ce que je décrivais avec la ceinture de Sid. Donc ils continuent avec ce système-là, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. La boucle de ceinture tient bien, enfin en tout cas, elle n'a pas voulu se barrer quand j'ai monté le totem, donc maintenant on va voir ce que ça donne avec la figurine, mais ça tient plutôt bien. Donc, alors, là, pan de la jupe qui s'est un peu barré, voilà. Alors, je vais le laisser pour l'instant de côté, je vais monter la partie du corset, donc partie du corset qui apparemment est très fragile, donc pareil, je ne vais pas la manipuler à l'extrême. Alors, le buste, comme je l'ai montré tout à l'heure, il est très dur, donc forcément, il ne faut pas hésiter à y mettre un peu de pression. Voilà, et donc la partie avant, soulever ces mèches. Ok. Voilà, ça clipse. Donc je vais essayer d'éviter un maximum maintenant de toucher cette pièce pour garder sa coloration, puisque cette pièce est totalement en plastique. Bon, au niveau de la stabilité de la figurine, pour l'instant, rien à dire, hein, elle tient. Le grand test, ça va être au moment où on va mettre les ailes derrière. C'est là où on va voir si ce nouveau système que nous vend Bandai est si révolutionnaire. En tout cas, sur le papier, il l'est. Pour l'instant, en dehors de toute armure, il l'est vraiment. Maintenant, on verra ce que ça donne une fois monté. Alors, la ceinture. Voilà. Voilà. Et la petite boucle de ceinture devant. Bon, c'est pas grave, je vais ramasser après. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça devait être plus facile. Maintenant, il faut arriver à trouver le trou. Voilà. Bon, et ça tient bien. Il n'y a pas à dire. Bon, petite ellipse, je vais ramasser. Voilà, donc de retour. La ceinture avant, la partie avant de la ceinture, pardon. Vous voyez qu'elle tient avec une main de Lego. Contrairement à ce qui se passait pour l'amicide, eh bien, vous voyez que cette chose-là, elle est movible, donc on va pouvoir faire vers l'avant et vers l'arrière, donc ça c'est plutôt bien. Bravo Bandai, vous êtes revenu là aussi un peu à la raison.
Donc pour la mettre, eh bien, je vous conseille de la mettre comme ça, un peu à l'horizontale, d'appuyer et ensuite de rabaisser. Sinon vous allez manquer de visibilité sur la petite barre où vient se fixer la main de Lego. Voilà pour cette partie. Alors si je reviens à ce que j'étais en train de dire, je disais rusher, aussi, enfin plutôt bâcler parce que rusher. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se passent lors de cette OEV6, trop de choses en fait qui se passent. Alors ici pour le plastron, eh bien, il faut retirer la partie avant. Faut pas hésiter à forcer. Voilà. La première fois en tout cas, c'est quand même assez difficile à enlever. Maintenant, une fois que je l'ai enlevé une fois, j'ai l'impression que ça va mieux. Donc le col qui vient ici se fixer aussi avec la partie avant du plastron, et il y a aussi un petit cran là qui vient se mettre à l'intérieur du plastron. Vous voyez, donc voilà. Je disais donc rusher, parce que trop de choses se passent dans cette OAV en fait. Hein. Dans cette OAV, c'est-à-dire en 20 minutes, puisque ça a duré guère plus, puisqu'il y a toujours un petit récap avant, et puis il y a le générique, enfin bref, en 20 minutes, eh bien on a d'abord le réveil d'Hadès, ensuite on a un combat Ikki Seiya contre Hadès, ensuite on a Hadès contre Seiya, ensuite on a Hadès contre Athéna, ensuite on a à nouveau Hadès contre Seiya, et on a enfin le combat final contre Athéna, et entre les deux, eh bien, il y a l'Ultime Eclipse aussi, donc vous voyez qu'il y a énormément de choses dans cette OAV, et au final, eh bien, forcément, on ne peut pas être aussi dans le détail que si on avait fait courir ça sur plusieurs épisodes. La déception, si vous voulez, face à cette OAV-là, et donc face à ce combat final, qui fait que ça en a dégoûté certains du personnage de Hadès, en fait, eh bien, elle est d'autant plus grande quand on compare, alors j'aurais pas dû faire ça, je dois mettre d'abord le col, donc, quand on compare au combat qui oppose les chevaliers de bronze à Poséidon. Pour moi, le contraste a été vraiment flagrant. Le combat final contre Poséidon, il doit courir sur 2 ou 3 épisodes, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, on a vraiment du détail, on a des émotions, on a des détails dans le combat, que l'on n'a pas avec Hadès, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire aussi bien sur un seul épisode que sur 3, déjà. Ensuite, dans les combats en eux-mêmes, eh bien, franchement, il y a un effet presque ridicule. C'est-à-dire que bon, encore une fois, hein, si vous en restez juste sur un souvenir, vous n'aurez peut-être pas forcément conscience de ce que je suis en train de dire, mais si vous re-regardez cette OAV-là, eh vous vous rendrez compte que toutes les scènes de combat sont horribles. Les chocs, notamment, sont très 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 mal rendus. Les personnages, quand ils s'entrechoquent sur le sol ou sur un mur, eh bien, les effets sonores ne sont pas là, et comment dire, ça manque énormément de réalisme sur les scènes d'action, en fait. Alors, ici, j'arrive sur un point délicat, comme vous le savez, c'est toujours le problème avec ces épaulettes. Donc, l'idée, c'est, vous voyez, comme on revient dur, hein. Alors, j'y arrive pas. J'ai pas envie que ça casse. Alors, je vais retirer le col qui me gêne un peu. Je vais essayer de monter l'épaulette sans ça. Voilà. Beaucoup de stress puisque ces pièces-là, vous savez très bien qu'elles ne demandent qu'à casser. Et donc forcément, il y a toujours énormément d'appréhension quand on doit mettre cette pièce sur une figurine qui vaut quand même 170 balles. Ça ferait mal de la casser pendant le premier montage. Et celle-ci, par contre, ne me posait aucun problème. Alors, vous voyez comment je m'y suis pris, en fait. Hein, j'ai dégagé cette articulation-là. Donc, on retrouve un système IX le plus mobile possible. Donc là, on revient encore une fois à la raison chez Bandai, puisque vous voyez que on est revenu donc, sur le système mobile comme avant. Alors, j'ai dit que j'allais essayer de moins toucher la partie centrale possible, mais là, instinctivement, j'y touche. Donc, je vais essayer d'enlever direct les traces de transpiration pour éviter que la peinture ne casque. Voilà, ça a l'air d'aller. Donc, et je retouche. Voilà. Donc on est revenu à un système d'articulation IX, donc ça c'est pas un mal. Bravo Bandai. Bon, pour ce qui est de l'armure, j'ajusterai une fois que la figurine sera montée.
Donc voilà ce que je peux vous dire un peu sur l'OAV6 en fait. Grosse déception pour moi lorsque j'ai vu cette OAV et je pense que le personnage a été bâclé. On sent vraiment qu'il s'agissait de terminer la série le plus rapidement possible. Bon, eh bien, on est presque synchro avec la fin du montage. Vous voyez que la figurine se monte très rapidement, hein, et elle se monte facilement, excepté, vous voyez, ces épaulettes qui m'ont causé des frayeurs. Sinon, pour le reste, eh bien, pas de problème, hein. Il se monte de lui-même presque. Alors, pour ce qui est de la pose, de la première pose, eh bien, je vais simplement me conformer à la pose du Setei, qui va me servir pour analyser vraiment la figurine, avec, en comparaison avec la figurine classique. Alors pour le glaive, vous voyez qu'il s'agit de retirer cette petite pièce-là, qui permet de donc mettre le glaive dans la main. Voilà. Et ensuite, on remet la pièce. Voilà. Alors il y a un côté où ça flotte, et il y a un côté où ça flotte pas. Ça aussi, je l'ai remarqué tout à l'heure, donc ne vous trompez pas de sens, sinon vous perdrez cette petite pièce, forcément. Voilà. Bon, déjà, il n'y a pas à dire, déjà il a de la tronche. Hein. Et l'aspect également positif, c'est qu'on garde la mobilité au niveau de la taille ici. Hein. Il est plus engoncé comme il pouvait l'être en version classique. Donc ça veut dire que vraiment vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie au niveau du posing. Le mouvement ne devrait pas être entravé, même avec ces petites ailettes qui pour l'instant tiennent parfaitement, rien à dire. Alors j'ai plus qu'à mettre la tête en fait, et les ailes. Alors, je pense qu'il va falloir mettre les ailes avant, puisque de toute façon la chevelure est telle qu'il y a un arc qui est dessiné, donc a priori elle doit être mise bien au-dessus des ailes. Alors les ailes que j'ai absolument eu aucun mal à poser sur le totem, donc j'espère que ça va être un peu la même chose pour la figurine. Et franchement, impeccable. Alors, le test, est-ce qu'elle tient? Vous voyez que j'ai absolument pas touché pour l'instant la position des pieds, et rien à dire, hein. Elle tient, bravo Bandai. Donc je vais quand même la ravancer un tout petit peu, puisque je pense que ça va modifier l'équilibre quand même un peu. Mais bon, voilà quoi. Ça change tout, plus de socle nécessaire, et on va pouvoir vraiment s'amuser avec cette figurine, ce qu'on n'a jamais pu faire avec la version classique. Donc forcément, je suis super enthousiaste par rapport à ces changements qui ont été opérés par Bandai. Après, la seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne l'ont-ils fait plus tôt? Alors évidemment, ils se défendront en disant que techniquement, c'était pas possible de le faire plus tôt, ils n'en avaient pas les moyens techniques, mais bon, on a du mal à le croire quand même. Alors voilà, on lui met cette tête dans son cou, et on se retrouve avec la Majesté Hadès, magnifique. Voilà, bon, je vais ajuster un petit peu sa pose. Alors je vais pas oublier ces cache-mains tout de même, vous remarquez que j'ai essayé un maximum de retarder la pose des cache-mains pour éviter de devoir y toucher et donc de les endommager, puisqu'apparemment là aussi on m'a averti que c'était des pièces qui étaient fragiles. Donc de toute façon, en règle générale, je pose toujours les cache-mains en dernier. Je fais toujours la position avant de poser les cache-mains, puisque effectivement ils ont tendance à se décolorer, hein, ce sont des parties plastiques, donc forcément la peinture accroche moins. Remarquez que oui, je vous avais dit que j'allais vous donner une petite astuce concernant ces cache-mains, donc cache-mains en plastique, vous voyez. Eh bien, j'ai vérifié, et il y a compatibilité avec les cache-mains des renégats. C'est-à-dire que si jamais vous perdez un de ces deux cache-mains, eh bien, dans les boîtes des renégats, si je dis pas de bêtises, il y en a 4. Donc vous pourrez trouver un remplaçant dans ces boîtes-là. Toujours est-il qu'il faut avoir les renégats, mais j'ai testé avec celle de Camus Renégat. Bon, là, je viens d'en faire tomber un, donc j'espère que je vais le retrouver. Voilà, retour au direct. Donc j'ai testé avec les cache-mains de Camus Renégat, et c'est totalement compatible. Alors bon, vous allez me dire, oui, encore faut-il avoir Camus Renégat qui est introuvable, mais ça doit a priori être compatible aussi avec les autres Renégats. Voilà. Bon, sinon après il faut tester avec les autres figurines qui ont des cache-mains noirs. Hein.
Moi j'ai évidemment testé avec les Renegats, puisque de toute façon c'était ce qui était dans ma vitrine. Voilà. Bon, ça demande à être un peu peaufiné, mais il est déjà magnifique. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Allez, on regarde ça de plus près. Vous voyez cette beauté, ce que je décrivais tout à l'heure, hein, la mélancolie dans son visage. Voilà. Une réussite, une franche réussite de la part de Bandai. Bon, évidemment, ça vaut son pesant de cacahuètes, et ça c'est un peu dommage, mais on peut pas critiquer le fait que la figurine n'est pas réussie. Elle l'est. Et peut-être même c'est celle qui est la plus réussie. En tout cas, à ce stade, c'est mon avis. Une franche réussite. Bon, je vais monter la figurine classique en coulisses. Petite session de posing pour vous, et ensuite on se retrouve pour le bilan comparatif.
Allez, donc c'est parti pour ce bilan comparatif avec le CTI qui est très très rare, donc encore une fois merci à DFK de nous l'avoir fourni. Donc on va juger de la conformité des deux figurines avec le CTI. On va commencer comme d'habitude avec le bas de la figurine, donc on va s'intéresser tout de suite au bas des jambes. Donc vous voyez que ici, donc la version classique fait apparaître des petites ailes sur le côté, qui ne sont pas présentes donc, sur la version iX, vous voyez. Donc ici, c'est pas une question simplement d'absence de fidélité avec le CTI, c'est aussi pour la version classique, le parti pris de se rapprocher davantage sur le design du manga. Donc je vais vous en mettre également un insert donc, ici à droite, et vous verrez donc que sur la version manga, eh bien, il y a ces petites ailettes qui sont présentes, et qui ne sont pas donc sur la version animée. Et dans la même veine, eh bien, vous avez au niveau de la jambière, vous voyez, ici, un motif donc, qui apparaît donc, sur l'extérieur de la jambe, mais également sur l'intérieur de la jambe, ce qui n'est pas le cas pour la version IX, vous voyez, c'est uniquement sur l'extérieur. Ensuite, le motif est un petit peu plus complexe donc sur la version classique. Il a été un peu simplifié, vous voyez, sur la version IX, et donc colle davantage là aussi au CTI, donc, qui correspond à la version animée. Là encore, on a ici un design typé manga. On va faire un détour sur l'épée, en tout cas sur le fourreau. Donc vous voyez qu'ici on a un motif qui ne fait pas apparaître de joyau central, alors que ici oui, donc ceci n'est pas vraiment visible, la couleur n'est pas vraiment visible donc sur le CTI. Par contre, quand on regarde effectivement sur l'animé, alors c'est très subtil, très très bref, mais vous verrez un plan, donc je vais vous mettre en insert, où vous verrez qu'il y a effectivement un joyau en rouge sur ce fourreau. Donc là, le souci du détail, bravo à Bandai. On va remonter encore et on arrive donc maintenant sur les cuissardes, et vous voyez donc ici sur la version classique, elle laisse apparaître un liseré silver, donc argenté, alors que sur la version IX, eh bien, on n'a pas ça. Donc là encore une fois, eh bien, la fidélité à l'animé est du côté de la version IX. On continue encore et on arrive donc sur cette jupe immense, donc avec un avant de jupe qui est immense pour la version classique, qui a été donc réduit sur la version IX. Alors il a été réduit d'abord donc sur la partie basse, donc, comme vous le voyez, avec notamment des motifs qui sont plus simples, mais également sur la boucle de ceinture, hein, vous voyez, qui est nettement plus petite que la version classique, donc ce qui paraît un con, puisque normalement une version IX est un peu plus grosse qu'une version classique, mais là encore, eh bien, il s'agit de coller le plus près possible à la version animée, et donc vous voyez que sur les CTI, eh bien, on est là aussi bien plus fidèle à l'animé, donc sur la version IX. Maintenant, encore une fois, et bien, si on regarde sur le visuel du manga, et bien, vous voyez que cette boucle de ceinture correspond très fort à ce qui est sur la version manga. Donc là, encore une fois, le parti pris, a priori, de Bandai sur cette version classique, ça a été de coller à la version manga le plus possible. On arrive donc sur les bras, et c'est l'occasion encore une fois de se rendre compte qu'au niveau de la version classique, on est beaucoup plus proche du manga. On a aussi l'occasion là de voir la plus-value de la version IX, puisque vous voyez que les avant-bras sont beaucoup mieux ajustés donc, à la forme du bras, mais aussi on voit la plus-value de cette articulation métallique. Donc vous voyez qu'effectivement ici donc, il y a un jour, bon, que j'ai pas essayé de minimiser, hein, je l'ai laissé à l'état brut, pour bien vous montrer la différence, la plus-value qu'il y a avec la version classique, où là vous voyez la chair du bras donc, qui transparaît. Donc ici, le fait de l'avoir de la même couleur que l'armure, eh bien forcément, ça donne un effet beaucoup plus naturel, on a presque l'impression d'une continuité de l'armure, donc ça c'est forcément un plus. Ensuite, on arrive donc, je vais faire un détour sur les épaules. Alors les épaules, vous voyez qu'elles font apparaître un motif, et donc elles ont une forme qui est un peu différente de celle de la version IX. Donc là encore une fois, eh bien, on a ici le typé manga, donc avec ce motif-là, et une forme qui est un tout petit peu moins remontante que celle de la IX. Alors ne prenez pas en compte le fait que les épaules donc, sont basses, vous voyez que dans l'idéal, on devrait les mettre un peu comme ça, mais que malheureusement, ça ne tiendra pas. Alors ça ne tiendra pas pour deux raisons. D'abord parce que l'articulation ici, elle est quand même très lâche, et aussi parce que quand on monte les épaules comme ça, eh bien, il y a un conflit avec les petites ailettes du plastron, donc qui fait que à chaque fois, eh bien, l'épaule redescend. Donc si vous voulez supprimer cet effet et que vous êtes en possession de la version classique, eh bien, mon conseil, ça serait de mettre une petite boule de pâte à fixe juste entre l'épaule et puis donc l'épaulette, pour pouvoir empêcher cette redescente de l'épaule. Parce que comme ça, bon, faut reconnaître que ça fait pas très joli. Hein.
Donc ceci n'est pas le cas sur la version IX, donc les épaules tiennent très très bien en place, pour les deux raisons que j'ai évoquées ici, c'est-à-dire que les ailettes ne sont pas dérangeantes, elles ne font pas pression donc, sur les épaules. Ensuite, le fait d'avoir des mèches articulées ici, ce qui n'est pas du tout le cas sur la version classique, eh bien, permet d'éviter les compressions de ces mèches-là sur les épaules, et les épaules en elles-mêmes, leurs attaches, elle est quand même largement plus rigide que sur la classique. Alors je viens de les évoquer, ces petites ailettes hein, sur le plastron, et bien là aussi il y a une sorte de courbure vers l'intérieur qui est plutôt proche du manga sur la version classique, et ici une courbure qui est un peu plus vers l'extérieur, qui là aussi est plus proche du Setei, donc on est davantage raccord avec la version animée. Alors j'avais eu l'occasion de l'évoquer lors de la découverte du blister de la version classique. On a ici un col qui a été un peu tronqué. Vous voyez qu'il n'y a pas la partie remontante sur l'arrière du col qui est présente donc, sur la version X. Donc ici c'est compliqué de juger de la fidélité parce que sur le Setei ça n'apparaît pas du fait de la chevelure proéminente de Hades, mais quand on regarde un peu l'animé de près, eh bien on se rend compte qu'il y a effectivement une remontée normalement de ce col. Donc la logique voudrait qu'il monte en pointe vers l'arrière, donc c'est pas le choix qui a été retenu par Bandai pour la version classique. Par contre, c'est ce qu'ils ont retenu comme choix sur le totem, puisque sur le totem, il y a un col spécifique où effectivement ça monte. Donc pour moi, ils ont mis ce col-là simplement parce qu'avec cette chevelure, c'était, si vous mettiez le col qui remonte en pointe, eh bien c'était vraiment impossible ensuite de bouger cette tête-là qui est déjà à la base très très peu mobile. Vous aurez du mal à bouger cette tête-là du fait des mèches qui ne sont pas articulées et qui vont forcément faire pression donc, sur les parties de l'armure. Donc pour éviter d'en rajouter une couche, eh bien, ils ont simplement réduit ce col, ce que n'a pas fait Bandai cette fois-ci sur sa version IX, puisque de toute façon on a un petit peu plus de hauteur qui se fait avec le visage par rapport au col, et surtout parce que les mèches étant articulées, eh bien, le souci de compression des pièces n'existe pas en fait. Et enfin, donc, pour terminer, on va évoquer les ailes. Donc vous voyez que le parti pris est complètement différent entre les deux. On a une version un peu restreinte hein, de ces plumes sur les ailes sur la version classique, et une version bien plus ample donc, sur la version X. Donc là aussi, eh bien, il y a l'idée de coller davantage au Setei, donc à l'animé, donc sur la version X, et on est plutôt proche du manga sur la version classique. Donc peut-être que même sur la version X, on a été peut-être un petit peu trop loin sur l'écartement, vous voyez, au niveau des plumes. Maintenant, je pense que c'est un parti pris pour rendre la figurine jolie, et effectivement, moi je trouve ça un peu plus joli même que sur le Setei. Donc voilà pour ce qui est de ce bilan comparatif. Donc si je devais faire une sorte de conclusion là-dessus, eh bien je dirais que les deux sont fidèles, mais pas à la même chose. La version X est vraiment très fidèle à l'animé. Au Setei, vous voyez que c'est quasiment un sans faute. J'ai pas évoqué le visage, mais là aussi, vous voyez qu'on est quand même très très proche. Pour ce qui est de la version classique, eh bien, on s'éloigne davantage de la version animée, on est beaucoup plus proche de la version manga, de par le choix des motifs, de par le choix également des éléments qui constituent l'armure, si jamais vous voulez par exemple aller jusqu'à faire vraiment une version complètement manga, eh bien, vous avez la possibilité de changer les petits éperons pour avoir des doubles ailes. Donc le parti pris, ça a été vraiment de coller, à mon avis, un peu plus au manga pour la version classique. Maintenant, le hic de cette version classique, c'est que vous voyez qu'au niveau des couleurs, eh bien, ce sont les couleurs qui sont plutôt proches de l'animé. Donc au final, on a un mix de pièces et de motifs manga combiné avec la couleur proche de l'animé, puisqu'on a des liserés gris, alors qu'il devrait être normalement tout noir. Donc là aussi, on se heurte encore une fois à un problème de logique que j'avais souligné lors de la review pour Jamian. Il faut choisir un moment de son camp, soit on fait de l'animé, soit on fait du manga. Et la preuve que ça manque un peu de logique, puisque au final, eh bien, Bandai a fini par sortir une version totalement OCE pour cette figurine classique. Donc à quoi ça sert de sortir une version manga supplémentaire s'il ne change que la couleur, hein. Donc là, c'est un petit peu dommage. On aurait dû faire soit tout l'un, soit tout l'autre du départ. Donc ceci est le choix qu'a fait Bandai cette fois-ci sur cette version X, donc vraiment on peut louer ce parti pris de coller un maximum à la version animée. Comme je l'ai déjà dit, hein, la plupart des collectionneurs eh bien, vont rechercher une version animée, donc la plus parfaite possible. Eh bien, à mon avis, c'est exactement ce qu'a réussi Bandai pour cette figurine. C'est une figurine magnifique avec un rendu qui est vraiment très 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 proche, très 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 conforme au Setei que je vous ai montré. Alors, si on arrive maintenant donc, sur le bilan total de ces deux figurines.
Alors pour la version classique, eh bien on est dans un prix qui est encore acceptable. Alors certes, on est plutôt dans la fourchette haute des classiques, mais il reste quand même abordable. Ensuite, on a globalement une figurine qui est plutôt fidèle. Alors fidèle au manga, comme je viens de le dire, moins à l'animé, mais en tout cas on reconnaît clairement Hades. Ensuite, on a, au niveau des contenus de la boîte, ben, pas mal de générosité. On a des bonus qui sont présents. On a également différentes configurations possibles, manga, animé, donc ça, c'était plutôt bien. Et puis surtout, on a un socle, hein, qui est fourni, donc qui s'avère, presque nécessaire, pour, tenir debout cette figurine. Donc ça, c'était plutôt, bien de la part de Bandai d'y avoir pensé. Ensuite, on a aussi, je pense, une peinture qui est beaucoup moins fragile sur les éléments plastiques que ce qu'elle peut être sur la version iX. Maintenant, il y a d'énormes points négatifs sur cette version classique, presque rédhibitoires d'ailleurs pour certains, tant, au bout d'un moment, c'est à s'en tirer les cheveux. Donc, d'abord, eh bien, on a une rigidité qui est presque catastrophique, hein, et qui nécessite vraiment un socle. Ensuite, et peut-être c'est le pire, c'est, la maniabilité et la mobilité de cette figurine. Il est vraiment très très difficile d'en faire quelque chose, parce que dès que vous allez la manipuler, eh bien ces petites ailettes vont se barrer, mais pas que. Il y a aussi les genouillères qui ont tendance aussi à tomber. Vous voyez qu'il est très compliqué de tenir en place les éléments pour avoir un rendu parfait, donc ces épaulettes qui sont tombantes, qui rentrent en conflit avec les autres pièces de l'armure, et surtout une absence quasi totale de mobilité de la tête. Vous pourrez vraiment avoir une amplitude de mouvement qui est super réduite, donc excite toutes les poses un peu élaborées, hein. Enfin, deux derniers points négatifs, eh ben, on a des configurations de mains qui sont assez réduites, hein. Il n'y a pas énormément de variété dans ces mains-là. Et puis aussi, et ça c'est propre au classique, eh bien, des configurations de visage qui sont très limitées, puisqu'on n'a que deux visages. Pour ce qui est de la version iX, eh bien, l'objectif c'était de régler tous les problèmes de la version classique et d'améliorer son design. Eh bien, force est de constater que le pari, il est gagné. Si on prend, par exemple, la rigidité, eh bien la rigidité, elle est top, et ceci est dû, en grande partie à ces nouvelles articulations métal, mais pas que. Il y a aussi, une conception, qui est un petit peu hybride, donc sur, l'entrejambe, qui fait que la figurine, eh bien, vous voyez, ne fait pas le grand écart, donc ça, c'est plutôt agréable, pour ce qui est du posing. Donc forcément, on y gagne aussi en maniabilité et en mobilité. Donc maniabilité et mobilité qui sont bonnes. Alors elles sont pas très bonnes, parce qu'on a quand même forcément une armure qui est par nature très chargée, donc forcément au niveau du posing, on va être quand même un peu plus limité qu'avec une figurine, qu'avec une armure beaucoup plus légère, mais globalement la mobilité est quand même suffisante pour faire des posings assez élaborés. Donc ça aussi c'est un point positif. Ensuite, on a une figurine qui est globalement magnifique, hein, qui est vraiment très très proche du Setei, qui est une vraie figurine de collection, et qui a une plus-value par rapport à une figurine iX lambda. Moi je trouve qu'elle est très réussie, je dirais même peut-être même la plus réussie à ce jour. Alors on dit souvent que la dernière mid-close qu'on reçoit, c'est celle qu'on préfère, et puis après ça retombe, mais moi franchement, j'ai pas eu cette impression-là depuis Scylla que j'ai chroniqué, et puis Bayan. Là, je dirais même que là, on est à un niveau encore supérieur. Après, c'est dû à ce design de Hades du départ, mais la réalisation est presque un sans faute. Et surtout cette mélancolie, hein, encore une fois, qui transparaît du visage dans l'animé, mais même dans le manga, a été parfaitement rendue sur cette figurine. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon impression. Enfin, on a l'avantage classique de la version UX, c'est-à-dire les différentes configurations de visage possibles. Et puis, bien entendu, là, le point capital de cette version, les innovations techniques qui sont pour moi majeures. Elles sont à la fois techniques et esthétiques. Techniques parce que les éléments du corps qui sont à base métal, forcément, créent une révolution pour ce qui est de la rigidité, mais aussi esthétique, comme je l'ai démontré avec les épaules. Donc voilà pour ce qui est des points positifs de cette iX. Maintenant, c'est pas un sans faute pour autant, il y a quand même quelques points négatifs que je dois soulever. Le premier point négatif, eh bien, c'est pour ce qui est du choix des mains, donc qui est quand même assez restreint. Donc c'est pareil que pour la version classique, hein. On a des mains qui sont majoritairement des mains fermées ou semi-fermées. On aurait bien aimé aussi avoir des mains, par exemple, grandes ouvertes ou semi-ouvertes avec des doigts un peu crochus, ce qui n'est pas le cas donc dans la boîte.
Ensuite, même si moi je n'en ai pas fait l'expérience, le retour, des possesseurs de cette figurine, nous font penser que, la peinture est très fragile donc sur les éléments plastiques. Donc, comme d'habitude, la partie qui protège donc, le ventre, donc, le corset. Également donc les protège-mains, donc faites attention, cette peinture est fragile, donc à la manipulation, elle risque de partir. Ceci ne me surprend absolument pas puisque, ces derniers temps, eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve sur, les figurines EX. Donc, ça serait pas mal que Bandai, s'attaque au problème puisque, quand on paye une figurine donc et ça sera le 3e point négatif et peut-être le plus important, hein. Donc quand on paye une figurine, plus de 150 € comme c'est le cas ici, donc, en général à un prix moyen de 170 € en précommande, et bien forcément on a des niveaux d'exigence sur la peinture, sur la qualité, des éléments, qui sont, plus élevés que si on a payé la figurine 80 €. Donc, une peinture aussi fragile, sur des éléments plastiques, c'est inadmissible. De même, nous mettre seulement 2 cache-mains, enfin dans la boîte, pour une figurine qui vaut plus de 150 balles, franchement, c'est du foutage de gueule. Donc, là, à un moment, il faut arrêter de faire des économies, qui sont même pas des économies, je veux dire, rajouter 2 bouts de plastique comme ça fait économiser rien. Donc, mettez-les nous ces cache-mains, on en sera content. Si on en perd un, on est marron, sauf si on a d'autres figurines par ailleurs. Encore une fois, pour une figurine qui vaut plus de 150 balles, c'est la honte. Donc ça, c'est à rectifier. J'espère que ce sera rectifié, notamment sur la prochaine figurine qui, fera apparaître ces articulations métal, c'est-à-dire, celle de Radamanth OCE. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, simplement que cette figurine est une tuerie visuelle, une tuerie totale, et on ne peut que regretter, ce prix exorbitant qui va empêcher, certains collectionneurs qui les collectionnent toutes par ailleurs de pouvoir l'acquérir. Donc c'est toujours, gênant de ne pas pouvoir, en tant que collectionneur, eh bien, faire l'impasse sur une figurine qui devrait être normalement, l'un des joyaux de notre collection, simplement à cause d'une question de tarif, prohibitif du départ. Donc là, il faudrait vraiment que Bandai réfléchisse aussi à sa politique tarifaire. Il y a un moment, une limite qu'on ne doit pas dépasser. Maintenant, ce que j'espère, c'est que c'était un one shot et que, peut-être que c'était aussi pour rentabiliser un peu cette innovation, des articulations métal et que le prix des figurines de cette nouvelle gamme EX Metal, eh bien, baissera par la suite. La lueur d'espoir, eh bien, c'est le Radamanth EX OCE qui va sortir dans pas longtemps, qui lui aussi fait appel à ces articulations métal et dont le prix de départ était quand même inférieur. Je crois qu'il devait tourner, en préco aux alentours de 130 €, donc, on va dire une quarantaine d'euros de moins. Donc là, on revient à des prix, on va dire classiques, alors toujours trop élevés, hein, bien sûr, mais à des prix, classiques pour ces versions EX. Donc voilà qui termine cette review qui, je l'espère, vous aura intéressé malgré, sa longueur, qui est, supérieure à la normale, mais, encore une fois, figurine exceptionnelle et bien, circonstances exceptionnelles et procédures exceptionnelles. Donc il a fallu vraiment, en passer par le détail, notamment sur les innovations techniques, donc forcément tout ça, ça prend du temps à expliquer. On essaiera de faire plus rapide pour la prochaine, qui, utilisera ces articulations-là, mais je pense que là, c'était important de poser les bases. N'hésitez pas à me laisser, vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est toujours intéressant de les lire et puis ça aide à améliorer les contenus de la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller, jeter un coup d'œil sur, les chaînes de mes camarades youtubeurs qui, soit ont déjà, passé en review, cette, figurine, soit qui ne manqueront pas de le faire, dans les semaines à venir. Je pense que c'est toujours très important d'avoir, différents avis avant d'acheter une figurine, surtout à ce prix. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir différents sons de cloche. Donc comme d'habitude, hein, les liens vers leur chaîne sont dans la playlist que j'ai créée donc lors du générique, que vous pouvez, bien sûr consulter. Nous concernant, eh bien, on se retrouvera très très bientôt pour la review d'une autre figurine et d'ici là, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien.